That's where I long to be with my three good companions. Just my rifle, pony and me. Microciné, bonjour ou bonsoir, ça va dépendre de l'heure à laquelle vous allez découvrir cette nouvelle émission. Il y a 2 ans de cela, François Bégodeau, dans son émission La Gêne Occasionnée, parle du film Les Misérables, un film de Ladji qui est sorti en 2019 et qui a reçu une pléthore de prix, dont le César du meilleur film, le César du public aussi en 2020, le prix du jury à Cannes, etc., etc. Il s'avère que David Fonseca vient sur Microciné pour parler du banlieue film que vous avez pu voir. Il y a plusieurs épisodes qui ont eu lieu et à un moment, il revient donc sur cette émission de La Gêne Occasionnée, sur la critique de François Bégodeau autour du film, et il y a quelques points avec lesquels il est en désaccord. Et ben, il s'avère que des mails fusent et donc on organise une rencontre entre David Fonseca et François Bégodeau pour parler du film en prenant comme appui tout simplement ces points de désaccord. Donc on est dans une espèce de dialogue, de joute verbale comme je les aime, et je suis très content, vraiment très content que David et François soient là pour faire ce dialogue et d'avoir accepté. Alors avant de commencer, juste savoir comment vous allez. Moi ça va. Pareil, même chose, très content que cette émission puisse avoir lieu, surtout. Voilà, très heureux de pouvoir dialoguer avec François Bégodeau, puis avec toi, Samir, tout autant. Donc merci pour l'invitation. Est-ce que le banlieue film, selon vous, est-ce que c'est un concept ou un genre ou un sous-genre qui aurait cette mission, depuis donc plus de 20 ans là, de rendre compte de ce qui se passe réellement dans ces agglomérations? Ou est-ce que peut-être cette question ne se pose pas aussi? Je sais pas, David. Ouais, je vais commencer parce que je pense que je suis le moins, à mon avis, le moins loquace sur cette question-là. Et d'ailleurs, c'est très bien de commencer par là parce que je pense que David a une vision beaucoup plus panoptique que moi sur ce genre, si jamais ce genre existe. Moi, finalement, j'ai vu des films comme ça de loin en loin, mais je peux pas vraiment synthétiser sur ce qu'on appellerait le banlieue film. Donc, je préfère me centrer un peu sur Les Misérables. Ce que je constate, en tout cas, c'est que dès qu'un film un petit peu de cet ordre-là, ou qui pourrait être comme ça intégrable à ce pseudo-genre se présente, sort, il est souvent jugé par la critique et par les spectateurs comme par rapport aux critères de sa conformité avec la réalité dite de banlieue, telle que perçue par les gens qui voient le film. Alors, c'est évidemment toujours sujet à caution, parce qu'en fait, on se met à comparer notre perception de la banlieue avec ce qu'en offre le film. Et peut-être que notre perception de la banlieue est très biaisée. Donc là, on rentre souvent dans des débats un peu compliqués, où il y a tout un tas de présupposés qu'il faudrait interroger. D'ailleurs, je pense qu'on en parlera avec David de ce point de vue-là. Moi, sur Les Misérables, je constate juste, je prenais acte du fait que Ladji lui-même, dans les interviews, a dit que il se prévalait d'avoir lui-même grandi à Montfermeil et donc de connaître cette réalité, et que donc le film restituait en tout cas certains pans de la réalité que lui connaissait. En gros, lui-même se prévalait d'une sorte d'expertise existentielle sur Montfermeil, ce qui peut tout à fait s'entendre, et on lui prêtait cette expertise-là, d'une certaine manière, dans les interviews. Donc le film Les Misérables ne propose pas de procédure de distanciation qui préviennent son spectateur en disant « Non, mais attention, hein, je prétends pas parler de la banlieue. Il se trouve que c'est juste mon terrain de jeu cinématographique, et que comme on pourrait avoir comme terrain de jeu cinématographique la montagne, la mer, voilà, parce que c'est des beaux décors, c'est des décors porteurs. Moi, je pense que c'est essentiellement ça que fait Bac Nord, par exemple. Mais non, c'est pas ce que Ladji a dit. Ladji a tout à fait joué le jeu dans les interviews, et Dieu sait si elles ont été multiples. Au moment de la sortie du film, puis après, puisqu'il a eu une seconde vie par le César, en disant bah oui, c'est la banlieue, c'est comme ça que ça se passe, j'ai voulu montrer que, en même temps j'ai voulu ne pas montrer que, etc. Donc à ce titre-là, nous sommes fondés, nous les critiques et nous les spectateurs, à essayer de voir qu'est-ce qu'il nous dit de la banlieue, qu'est-ce qu'il prétend documenter de la banlieue, et si cette documentation nous paraît petit a juste, petit b intéressante. Et moi, c'est surtout que je la trouve inintéressante plutôt que injuste, mais on y reviendra. Alors, je rejoins entièrement François Bégodeau, et c'est ce qui pose problème, me semble-t-il. Je pense, mais bon, le succès aidant, Ladji a pris la parole, évidemment. Hein, il a été interviewé, et je pense que les entretiens qui sont les siens posent effectivement problème. Et c'est vrai que dès lors que lui-même se pose comme expert de la banlieue sous
sous le prétexte, alors fallacieux ou non, mais voilà, d'avoir grandi dans un endroit singulier et de s'efforcer d'en rendre compte. Voilà, il faut quand même savoir que voilà, Lajli, à propos du film, considère, je le cite, hein, qu'il s'agit d'un cri d'alarme. Et que dit-il encore, ce qu'il faudrait questionner, la prochaine révolution, dit-il, elle viendra de banlieue. Donc voilà, il y a une manière de nous envoyer un signal, et en tant que spectateur et en tant que critique, il faut pouvoir entendre ce discours-là. Je ne sais pas s'il est possible de dissocier le film du discours de celui qui l'a réalisé. On pourrait envisager le film voilà, sans les entretiens qui sont ceux de Lajli. Je pense qu'on peut faire le pont. Mais si on dissociait le film des intentions du réalisateur, peut-être qu'on n'en aurait pas la même lecture. Ce serait même intéressant de voir cet objet. Alors, évidemment, on ne peut pas le faire parce qu'on a lu, François Bégodeau a lu les entretiens, j'ai lu une partie des entretiens sous réserve d'exhaustivité et sous réserve d'inventaire. Évidemment, on a lu. Et donc, c'est aussi sous le prisme, on est pris sous le regard de Lajli lui-même. Et donc, il devient difficile partant, pour le coup, de s'en départir, de s'en défaire. Moi, me semble-t-il, ces entretiens, ils faussent le regard qui est le mien en tant que spectateur lorsque je regarde ce film. C'est-à-dire lorsque je fais le lien entre le film, et là, ça me pose problème, un vrai problème. Le film, au regard des intentions du réalisateur, j'ai un vrai souci. Moi, je pourrais m'associer à cette action critique, de dire effectivement, quand on est devant un film, le mieux, c'est de regarder le film en tant que tel, indépendamment de ce qu'en dit le réalisateur. Mais parfois, ce qu'en dit le réalisateur permet quand même parfois de mieux comprendre le film. Ça peut aider quand même un peu, je veux dire. Oui, Par ailleurs, donc, laissons tomber ce qui est quand même un phénomène important, c'est que Lajli est à ce point-là donné dans le fait qu'il était là pour nous donner des nouvelles de la banlieue, hein, et il a beaucoup quantifié sur la banlieue, des phrases comme « la prochaine révolution aura lieu en banlieue », je pense qu'elles sont tout à fait à l'image du film, dans son abstraction emphatique, parce qu'une phrase comme la prochaine révolution aura lieu en banlieue, en fait, comment dire, je pense qu'elle ouvrirait, moi je n'avais pas entendu cette phrase, mais elle ouvrirait un film très intéressant, et je suggère à Lajli de le faire, qui interrogerait cette phrase. C'est est-ce que pour de vrai la vraie révolution aura lieu en banlieue, la prochaine révolution? Est-ce que pour de vrai ce sera ce qu'on appelle stricto sensu une révolution? Est-ce que troisièmement, pourquoi est-ce que alors qu'on annonce depuis 30 ans qu'il y aura bientôt un gros machin en banlieue qui sera peut-être une révolution, qui sera peut-être, n'y revenons pas, parce que mais effectivement déjà à l'époque en 1995, un film s'appelait Ma cité va craquer. Et puis, à l'époque, des rappeurs emblématiques de la banlieue disaient « Qu'est-ce qu'on attend pour foutre le feu ?» en annonçant eux-mêmes le grand embrasement à venir. Moi, ce qui me frappe en banlieue, c'est à quel point cette révolution n'arrive jamais. Mais ça, c'est vraiment une parenthèse. Pour revenir au contenu du film, un film qui commence, et on va arriver tout de suite sur l'exergue de Victor Hugo. Il n'y a pas de mauvaises graines, il n'y a que des mauvais cultivateurs, je crois. C'est ça, là. Mes amis, retenez ceci, il n'y a ni mauvaise herbe, ni mauvais homme, il n'y a que de mauvais cultivateurs. Il y a une mauvaise herbe, et non pas graine, il y a de mauvais cultivateurs. Bon. Mais je veux dire, quelqu'un qui commence son film, et ça se fait pas, c'est le film, hein. Ça c'est le film, c'est plus les commentaires périphériques. Quelqu'un qui commence son film comme ça est dans la philosophie politique, dans une analyse politique des choses, parce qu'on voit bien ce que ça veut dire. Hein. Effectivement, si les jeunes se mettent à commettre des violences, par exemple, c'est parce qu'il y a eu des conditionnements qui les ont portés à se comporter violemment. En gros, je résume. Donc, c'est un propos politique. Donc, il invite immédiatement, ne serait-ce aussi par son titre, à faire une lecture politique et sociale du film. Politique et sociale du film, puisque c'est un propos social de Victor Hugo. Je ne reviens pas sur le fait que je trouve cette phrase plutôt médiocre de Victor Hugo. Je trouve qu'il y a bien mieux dans Victor Hugo et je ne trouve pas du tout condescendant, comme le disait David, de le faire remarquer à propos d'un film de Lajli. C'est pas parce que si demain j'ai un ami dans un café qui me cite cette phrase de Victor Hugo, je dirais ouais, bof. Et même si cet ami est normalien, hein, même s'il n'est pas noir. Donc je pense qu'il n'y a pas de condescendance culturelle à dire ça. Et je pense qu'effectivement, le propos politique du film ne pisse pas beaucoup plus haut que cette phrase de Victor Hugo qui, à mon avis, ne pisse pas très haut. C'est ça que j'ai voulu dire par là. Mais encore une fois, donc cette phrase induit bien une lecture sociale du film. Et donc, nous sommes invités à comment dire, regarder l'état des lieux que nous propose Lajli de la banlieue. Et donc, moi, je regarde l'état des lieux. Et par exemple, je constate, deuxième aspect, je préfère en finir tout de suite parce que c'était l'aspect le plus énervant dans ce qu'avait dit David, je constate qu'il met en scène 3 baqueux et que parmi les 3 baqueux, il y a un noir et un gentil. Et qu'effectivement, nous pouvons regarder
1000 reportages sur la BAC à la télévision, par exemple, et nous trouverons jamais de noirs. Qu'est-ce qui se passe? Parce que David disait, oui, bah alors, premièrement, Bégodeau ne se documente sur la BAC qu'à travers enquête exclusive de W9 ou de je sais pas quoi. Bon, je passe sur ce petit procès. Hein, je veux dire, essayer de démentir ce procès-là serait presque insultant pour moi-même. Donc voilà, c'est évident que je tire ma documentation de bien d'autres choses. Mais ces émissions-là, qui effectivement sont très scénarisées, très montées, merci de l'avoir rappelé, David, et merci de me l'avoir rappelé, des fois que je l'aurais oublié, des fois que j'aurais considéré que c'était une documentation brute sur le réel. Il y a quand même un truc, c'est un petit peu comme le Love Story, tu sais, ou comme les émissions de télé-réalité, comme les ch'tis. Elles sont très scénarisées, très montées, très dramatisées, donc très truquées, très falsifiées. Mais il y a toujours un truc qu'elles documentent, presque malgré elles. C'est la gueule des gens. C'est la gueule des tatouages, pour parler des ch'tis, à Miami ou ailleurs. C'est la gueule des nanas. C'est un certain état de, comment dire, la chirurgie esthétique. Ça, je dois dire que ces émissions-là, aussi truquées soient-elles, documentent toujours ça. Et moi, c'est pour ça que j'aime bien les regarder, d'ailleurs, parce que du coup, je vois à peu près des jeunes gens de 20 à 30 ans, qui ne sont pas les jeunes gens, mais qui sont des jeunes gens, et ils existent. Eh bien, pour ces émissions enquête exclusives qui sont truquées, scénarisées, falsifiées, et d'ailleurs très largement à la gloire de la police, il y a un truc qu'elles documentent toujours, c'est que les baqueux sont blancs. Et donc, je continue à poser la question, comment se fait-il que ce soit qu'il ait fallu attendre un Lajli, noir de Montfermeil, pour inventer à l'écran le seul baqueux noir de France? Alors sur la représentation télévisuelle et alors oui, alors moi c'est la difficulté que je vais avoir, c'est-à-dire que regardant le film, c'est pour répondre à ta première question, Samir, quand tu nous demandais voilà, est-ce que au fond ce type de film, Les Misérables, s'apparenterait à ce qu'on labellise comme banlieue film. La critique le fait. Moi, pour ma part, j'ai beaucoup de difficultés à envisager un espace montré à l'écran, une banlieue, un quartier, celui de Montfermeil en l'occurrence, et de me dire c'est un banlieue film. Pour moi, le banlieue film n'est pas un genre. Il est au carrefour de plusieurs genres, on en a déjà parlé dans le cadre des émissions. Est investi un espace particulier à partir de la comédie parfois, à partir du film noir. Enfin bon, bref, on est au carrefour de plusieurs genres et sous-genres. Alors aux États-Unis, c'est vrai que c'est un sous-genre, c'est la critique qui l'étiquette ainsi, c'est un sous-genre du film noir. Hein. L'urban movies est considéré comme un sous-genre du film noir. Pour moi, le banlieue film, c'est un concept, c'est une boîte à outils. Voilà. Et quand Thierry Jousse conceptualise le banlieue film, en ce sens, ce concept pour moi est précieux. On en a déjà parlé, Samir. Je ne fais que répéter des choses déjà dites lors de précédentes émissions. J'ai à disposition un certain nombre d'outils qui vont peut-être me permettre de faire circuler mon regard, de les utiliser. Et un outil n'est pas censé être vrai ou faux. Quand je regarde un banlieue film, ou quand j'utilise le concept de banlieue film, je ne me demande pas, moi, en tant que spectateur, si ce que je regarde est conforme à la réalité de la banlieue. Je me demande si ce que je regarde est cohérent au regard des situations, de l'espace qui est proposé dans le film comme cadre. Je me demande s'il y a de la cohérence. Alors, ça me permet de revenir sur deux choses qui viennent d'être dites. Cette question de la cohérence. Parce que justement, je ne la trouve pas dans le film de Lajli, cette cohérence. La citation, la fameuse citation, sur laquelle moi je souhaitais revenir dans le cadre de nos émissions, Samir, la fameuse citation de Hugo, il n'y a ni mauvaise herbe ni mauvais homme, il n'y aurait que de mauvais cultivateurs. Alors c'est vrai que peut-être j'y suis allé un peu fort dans ma manière de recevoir ce que disait François Bégodeau, parce que c'était purement accessoire. Il y avait quelque chose de plus important pour moi dans cette citation. Lajli, sur un territoire hugolien, utilise une phrase de Victor Hugo, et je me dis, très bien, c'est un peu comme quand tu écris un roman, la manière dont on va démarrer ton incipit, enfin, la manière dont tu vas mettre en exergue ton propos, tu cites un auteur, et c'est censé illustrer le propos qui va être le tien. C'est censé le mettre en lumière, de le porter en quelque sorte. C'est ton porte-voix. Moi, la citation de Hugo, elle me pose problème sur les deux bouts de la citation. C'est-à-dire sur le terrain des cultivateurs,
donc des éducateurs, hein. On a compris dans le film les éducateurs. J'ai un souci avec les éducateurs dans le film. Et j'ai un souci avec la métaphore herbacée, enfin l'herbe. Les deux bouts me posent problème parce que le film, me semble-t-il, se situe en deçà de cette citation. Je prends la question des mauvais cultivateurs. Mais en fait, dans le film, ils ne sont pas mauvais. Ils sont absents. Ils ne sont pas là. Il n'y a pas de mauvais cultivateurs. Ils ne sont plus là. Il n'y en a pas. Enfin, si. Ça, c'est quelque chose de très important que dit François Bégodeau, sur lequel je voulais revenir en conclusion, dans le cadre des entretiens qui étaient les nôtres, Samir. François Bégodeau, dans mon souvenir, dans le podcast, dit « Il aurait été intéressant que Lajli fasse un choix, hein, qu'il ait un parti pris fort, puisque je crois que c'est cela, François Bégodeau, que vous reprochez à Lajli. À Lajli, c'est au fond d'être dans une sorte de ventre mou, d'hésitation, hein, sur laquelle se terminerait le film. Il y aurait eu un choix fort à faire, c'eût été de représenter notamment les religieux comme éducateurs, les salafistes du film, vraiment comme les éducateurs. Alors, sur ce terrain-là, je disais, il n'y a pas d'éducateur dans le film, donc il n'y a pas de mauvais cultivateur. Si, enfin, quand même. Alors, peut-être pas de façon suffisamment appuyée, mais les seuls qui soient épargnés dans le film par les microbes, par l'équipe que va finir par monter Issa pour se venger du fait d'avoir été flashé au LPD par Wagda, les seuls qui soient épargnés par les microbes dans le film, ce sont les religieux. C'est l'endroit où d'ailleurs Buzz, qui a filmé la scène de l'altercation entre la police et puis les jeunes, c'est l'endroit où Buzz va trouver refuge. Et quand je mets cela en relation avec les entretiens qui sont ceux de Lajli concède que, pour lui, alors il faudrait peut-être questionner la manière dont il les montre dans le film, mais pour lui, aujourd'hui, dans les quartiers populaires, c'est ce qu'il dit, après l'abandon des politiques publiques, la fin de la police de proximité sous Sarkozy, les seuls qui font le job, c'est qui ? Eh bien, ce sont là les salafistes dans le film, ce sont les religieux. C'est intéressant la manière dont il les montre comme étant peut-être la seule voie possible, mais moi qui me pose problème, un véritable problème. Bon, bref, il n'y a pas vraiment d'éducateur dans le film, sauf peut-être, je dis bien peut-être, les religieux. Il n'y a pas d'éducateur. Donc, la citation de Hugo, elle ne me paraît pas pertinente au regard du propos de Lajli. Et puis, maintenant, à l'autre bout de la chaîne de la citation, quand il dit, quand on cite la question il n'y a pas de mauvaise herbe. Il n'y a pas de mauvaise herbe. Alors, je vais continuer à filer la métaphore. Il n'y a pas de mauvaise herbe, mais ce ne sont pas des herbes qui sont filmées dans le film. Ce sont à la limite, je parle des enfants, les microbes. Ils ont, à grands traits, 12-13 ans, c'est des préados. On va en parler après des microbes, parce c'est un aspect, c'est un point de désaccord aussi que tu avais soulevé avec la critique de François. Ce sont des préados. Mais ça, alors, sans rentrer sur cette question-là, mais ce sont des préados. Ce sont à la limite des jeunes pousses. En tout cas, pour moi, plutôt, je les vois, je suis sur ma métaphore, c'est plutôt de la graine. J'ai plutôt à faire de la graine, c'est-à-dire à quelque chose qui est en puissance et qui va s'efforcer d'actualiser, de devenir de l'herbe. Mais dans le film, cette graine, elle est empêchée, puisque justement, il n'y a pas d'éducateur. Ou alors, plutôt, ce qui pose problème, c'est que comme il n'y a pas d'éducateur, c'est un peu la solution qu'on a dans le film, c'est que c'est l'abandon à la fois des politiques publiques, mais de toute solution collective, c'est que ce gamin, Issa, même s'il forme un collectif autour de lui, le film se termine sur un duel entre lui et puis Cruz qui le porte, qui le tient en joue. C'est-à-dire que la solution, elle est individuelle. Elle est individuelle. Il n'y a pas d'éducateur, il n'y a pas d'herbe, il n'y a que de la graine qui aspire à devenir de l'herbe, mais qui est empêchée, une herbe empêchée. Et en somme, cette herbe, pour pousser, elle n'est réduite qu'à ses seules forces. On a un gamin qui tient en joue aussi via un cocktail Molotov, un policier qui lui fait face. Donc, la citation de Hugo, sur ce plan-là, en tout cas, moi, elle ne me paraît pas pertinente. Sans prendre en considération les propos de Lajli, elle ne me semble pas illustrer ce que je vois à l'écran. Voilà. Et donc là, oui, moi, là, pour le coup, j'ai un vrai souci avec cette citation de Victor Hugo, qui est censé m'informer sur ce qui va se dérouler le long du film. La police, maintenant, le fait qu'un noir soit représenté ici à l'écran,
c'est-à-dire un noir, quelqu'un qui est issu lui-même de la banlieue. Il est montré comme un banlieusard dans le film, il vit en banlieue lui-même, une sorte de personnage de l'entre-deux, quelqu'un qui aurait basculé du côté de la force obscure, c'est un noir qui devient policier. Alors là, pour le coup, je rejoindrai... Baqueux, qui devient Baqueux, qui fait partie de la BAC. Parce que c'est différent. C'est quand même... Ah oui, voilà, c'est très important. C'est très important. C'est un Baqueux. Alors, là, ici, je ne sais pas quelles sont les intentions de Ladjli. C'est-à-dire, moi, je n'ai pas... comment dire, je ne suis pas capable de scruter les reins et le cœur de Ladjli pour savoir ce qu'il a voulu montrer précisément à l'écran. Je vois juste, en effet, qu'il y a une représentation d'un homme noir en tant que Baqueux, et que cette représentation, elle est mi-figue, mi-raisin. On est là, pour le coup, c'est vrai, dans une forme d'hésitation. C'est vraiment un personnage de l'entre-deux, un personnage qui ferait le pont entre Chris, qui incarne une forme de francitude, voilà, personnage 100% Khalouf, il le dit dans le film, qui collectionne les cochons, et puis le bad cop, et puis on aurait à l'autre bout de la chaîne, on aurait le good cop, ce serait le personnage de Pento, et puis lui, il serait dans l'entre-deux. Pento qui est de gauche dans la critique de François dans la chaîne occasionelle, qui dit un Baqueux de gauche, et là pour le coup un Baqueux, ce serait un Baqueux et qui lit Geoffroy de la... Enfin, c'est édifiant pour François. Ça n'existe pas en fait, ça ne peut pas exister. Je trouve que j'ai grandi ça ne me donne pas, ça ne me donne aucun, enfin ça n'a pas de valeur sociologique ce que je vais dire par là, mais il se trouve que j'ai grandi dans un quartier populaire assez connu pour les violences qui s'y déroulent, et que donc des Baqueux noirs, on en voit. Ça existe. Alors, ils ne sont pas montrés à l'écran, c'est vrai, mais ils existent. Alors, évidemment, c'est réduit à la perception que j'en ai, moi, en tant qu'individu ayant grandi dans un quartier. Pardon. Moi, je veux bien que tu te prévales de l'expérience. Non, je m'en prévaux pas. Je suis pas de valeur sociologique. Non, mais moi, je trouve ça très bien. On a habité quelque part, on peut en dire quelque chose. Après, je suis pas censé te croire. Maintenant, explique-moi pourquoi, donc, sur 10 000 heures de reportage sur la BAC, avec 500 flics qu'on a pu voir à la télé, parce que ça, encore une fois, c'est pas ces reportages-là qui les inventent. Ces reportages falsifient, ces reportages scénarisent, ces reportages dramatisent, ces reportages idéologisent, et souvent en faveur de la police, mais ces reportages n'inventent pas les corps. Comment se fait-il donc que depuis 15 ans qu'on voit ça en boucle à la télé, il n'y ait jamais un Baqueux noir? Et comment se fait-il aussi que tous les reportages sur la BAC indiquent qu'il y a une extrême minorité de gens racisés dans la BAC, dans le corps précis de la BAC. Donc c'est très, 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 très minoritaire dans la société française et dans le corps de la BAC. Et c'est presque majoritaire dans la représentation qu'en fait Ladjli. Tu dis, je ne veux pas lire dans les intentions de Ladjli. Moi, je lis pas dans les intentions de Ladjli, mais je regarde le film. Et ce noir, il est là à l'écran. Donc je dis, qu'est-ce que ça me fait qu'il y ait ce noir dans le trio Baqueux? Qu'est-ce que ça me fait? Eh bien, il est évident que ça déblanchise la BAC. Ça la déblanchise. Or, je crois qu'un des phénomènes, quand on se renseigne véritablement sur la BAC, c'est que précisément, c'est sans doute le corps le plus blanc de la police. Et c'est par ailleurs sans doute le corps le plus à droite. D'où l'incongruité d'avoir sur 3 Baqueux, et non pas sur 42, introduit cette anomalie incroyable d'un Baqueux qui, effectivement, est de gauche, est humaniste, enfin, je veux dire, voilà, on se demande ce qu'il fout là, quoi. C'est tout à fait incongru. Donc, je pense que c'est vraiment une question qui se pose aux spectateurs. Qu'est-ce que ça produit? Qu'est-ce que ça fait comme truc? Et quand même, au bout du compte, je peux un peu m'interroger sur, et un peu spéculer sur ce qu'a pu être le cheminement de pensée de Ladjli pour en arriver là, pour constituer ce casting-là, qui est absolument pas représentatif, en tout cas statistiquement ou quantitativement, de ce qu'est véritablement la BAC, quoi, selon tous les gens qui connaissent un petit peu le dossier. Donc je maintiens ma question, qui est une question tout à fait centrale, même s'il y a plein d'autres choses à dire de ce film, puisque c'est le casting central. Premièrement, ce sont les 2 axiomes fondamentaux du film. Premièrement, je décide d'être avec les Baqueux. J'adopte leur point de vue au sens spatial, peut-être pas leur point de vue au sens idéologique, mais au point de vue spatial. Nous serons avec eux. C'est avec eux qu'on est. Et c'est eux les personnages. Les autres sont un petit peu regardés comme ça de loin. Et deuxièmement, eh bien, je mets un blanc, un noir et un gauchiste. Donc je maintiens. Qu'est-ce que ça fait et qu'est-ce que ça produit et quel est le... Qu'est-ce qui est au travail là, quoi? En fait, je n'avais pas terminé. C'est-à-dire, j'allais rejoindre... on peut se tutoyer? Oui, bien sûr. Ta position.
j'allais rejoindre ta position parce que justement, il fait ce choix-là, qui peut être critiquable au regard des éléments que tu viens d'indiquer. Et pour dire que moi, concernant ce personnage-là, oui, j'ai un souci parce que dès lors qu'il fait le choix de le mettre en scène et donc de le montrer, le souci que j'ai avec ce personnage, c'est qu'effectivement, je le disais, il est dans une sorte d'entre-deux. J'ai le sentiment que Lajli ménage la chèvre et le chou, c'est-à-dire d'essayer, comme tu le disais, peut-être de blanchir la police, mais en même temps de montrer que ça existe quand même, les bacs noirs. Quitte à utiliser un bac noir, autant y aller. C'est-à-dire montrer qu'il n'est pas noir. Dès lors qu'il intègre un corps qui n'est plus noir, qu'il n'a plus de couleur de peau, qu'il devient blanc, c'est-à-dire qu'il a les mêmes attitudes que Chris, par exemple. Je pense à un autre banlieue film nord-américain, c'est Boys in the Hood. Il y a une scène dans Boys in the Hood où, suite à un cambriolage, la police arrive, et puis il y a un blanc et un noir, et puis le policier noir dit à son collègue qui a interpellé un gamin noir, il lui dit comme ça, dommage que tu ne l'aies pas descendu. C'est le flic noir qui parle au flic blanc. Dommage que tu n'aies pas descendu, ça ferait un négro de moins dans la rue. Ça, c'est intéressant. C'est-à-dire au début des années 90, aux États-Unis, cinématographiquement, quand on utilise un noir dans la police, on montre qu'il n'a plus de couleur de peau. C'est-à-dire qu'il fait partie d'un corps, d'un système, et que le racisme, il n'est pas le fait de quelques brebis galeuses. C'est-à-dire que le racisme, il est institutionnalisé. Il est institutionnel. Ça aurait été intéressant de montrer le personnage de Guada, justement, dans le film, la BAC, puisqu'on a un noir baqueux dans le film, mais de montrer que, voilà, il fait partie, effectivement, de la BAC, on n'est pas n'importe où, et que ce faisant, eh bien, il a quitté toute forme de particularité, il fait corps. Dans le film, je veux dire, il y a cette rhétorique de l'équipe, on fait équipe. Lui-même, Guada, quand il va retrouver Pento pour lui demander que lui soit remise la vidéo qui a enregistré la scène de l'altercation qui a mal tourné, il lui dit il faut penser équipe. C'est ce que dit aussi le commissaire, le personnage de Jeanne Balibar, penser équipe en permanence. Oui, c'est une équipe, mais en réalité, cette équipe, quand même, elle est très différente dans ses aspects. Donc là, oui, l'utilisation du bac noir, pour le coup, elle ne me semble pas cohérente. Est-ce que choisir, là pour le coup, il choisir, Lajli choisit d'avoir un personnage de baqueux noir et un personnage de baqueux dont les idées sont des idées de gauche, est-ce que ça participe aussi au fait que le point de vouloir aller jusqu'au bout, de choisir de filmer cette agglomération, cette banlieue, du point de vue des flics, et donc non pas les rendre gentils, mais les rendre plus humains qu'on croirait qu'ils ne le sont pas, enfin, finalement. Et moi, ça m'intéresse toujours quand le cinéma rend plus humain tout le monde, y compris des pédophiles, y compris des nazis. Enfin, je pense que c'est d'ailleurs une des fonctions de l'art de ne pas être dans les sillons moraux habituels et de proposer d'autres entrées, de voir que pour être nazi, on n'en est pas moins homme et qu'on est sans doute toujours beaucoup plus complexe que l'immense sauvagerie qu'on peut perpétrer. Donc moi, je suis tout à fait d'accord pour faire des portraits de flics compliqués, complexes, qui ne correspondent pas forcément à c'est des méchants fachos ou c'est des gens admirables, les héros de la République, comme dans Bac Nord. Voilà, je pense qu'on peut être plus complexe. Mais simplement, Lajli ne creuse pas. Moi, je suis tout à fait d'accord avec la piste que vient d'ouvrir David. J'aurais adoré qu'on traite véritablement, en admettant qu'on mette un noir dans la BAC, ce qui me paraît encore une fois un truc étrange, eh bien, qu'on le traite vraiment, à dire mais comment en est-il arrivé là? Moi, je me souviens par exemple d'un film de Beauvois magnifique qui s'appelle Le Petit Lieutenant, où à un moment, Roche Dizem, qui était un flic, qui était le collègue de Jalil Lesper, qui jouait le rôle du Petit Lieutenant, expliquait comment un arabe comme lui peut se retrouver dans la police. Ben, ça venait d'un certain sillon, ça venait du fait que son grand-père avait servi sur la mer française, je pense peut-être même pendant la guerre. Enfin, il y avait un truc comme ça. C'était expliqué, c'était traité, c'était documenté. On s'intéressait un petit peu à ce qu'on avait disposé. Moi, ce que je crois, c'est que Lajli ne s'intéresse à rien. Et je crois que fondamentalement, il a deux axiomes fondamentaux pour faire son film. Premièrement, un axiome sur lequel on reviendra plus, c'est copier des films américains. Vraiment, c'est faire du cinéma filmé, c'est filmer du cinéma américain, comme exactement ce qu'a voulu faire Jiménez avec Bac Nord. Donc, d'une certaine manière, on leur prête presque trop d'amplitude politique, parce que ce ne sont jamais que des copieurs. Et deuxièmement, moi, il faut aller au bout de cette histoire de noir, de baqueux noir et de baqueux de gauche. C'est pour ça que je ne lâcherai pas le morceau. Il faut aller au bout d'un cinéma, d'un film qui est centriste.
Et tu m'as fait dire, David, et toi aussi un petit peu, Samir, que je reprochais à Lajli de ne pas avoir de point de vue. C'est faux, c'est d'ailleurs un critère esthétique que je n'utilise jamais. Vous pouvez écouter les 40 gènes occasionnés, jamais je n'utiliserai ce terme. J'ai même écrit des textes pour dire que moi j'aime bien les films qui n'ont pas de point de vue. En revanche, non, c'est pas les mots que j'utilise. Ou alors si je les ai utilisés, c'était vraiment très rapidement, et c'est pas ça. Moi je pense que le film a un point de vue, et que c'est bien son problème. Et qu'il a un point de vue centriste. Voilà, il a un point de vue chèvre et chou, il a un point de vue ménager un peu tout le monde. Ah, bah, il y a un petit peu du truc. Alors, si je voulais un peu rire, je crois que je ne sais pas si je l'avais dit dans la gêne occasionnée, il y a ce fameux truc de Godard, tu sais, soyons équitables dans l'appréhension du phénomène nazi. Et donc, dans notre film, nous mettrons 5 minutes en faveur des nazis et 5 minutes en faveur des juifs. Et il y a parfois aussi des moments où ne pas trancher entre tel ou tel camp, la police et les jeunes, les quartiers et la République, etc. Ne pas trancher, c'est parfaitement tranché. C'est tout à fait, comment dire, partial de ne pas trancher ce débat-là. Et donc, ça le situe, je dirais, dans un centrisme mou, qui est, à mon avis, celui très largement du cinéma français en général. Et moi, ce que je crois, c'est que le vrai phénomène, comme quoi on part d'un blanc noir et on arrive, en fait, à ce qui est, à mon avis, le vrai cœur du problème de ce film et de sa circulation et de sa production, moi, je veux bien encore faire crédit à Lajli du fait qu'il aurait pu faire un film beaucoup plus radical, mais radical dans tous les sens du terme, hein. Je veux dire, en tout cas beaucoup plus, comment dire, singulier, où vraiment on aurait vu du Lajli, quoi. Y compris d'ailleurs, et moi c'est ça qui m'intéressait dans la question musulmane ou la question salafiste, c'est pas parce que moi j'ai envie qu'on fasse l'apologie des salafistes en banlieue ou qu'on fasse la dénonciation des salafistes en banlieue. Moi, c'est pas ça qui m'intéresse. C'est pas ça. Ce qui m'intéresse, c'est que le film soit singulier. Et que, au moins, effectivement, dans l'offre générale des films qui se passent en banlieue, eh bien, ça aurait un tout petit peu dissonné. Quelqu'un qui nous aurait dit, qui aurait vraiment exploré ce truc-là, parce que je pense que Lajli en a le tempérament et en a à peu près la connaissance, qui aurait exploré le fait que, bah oui, bah, les salafistes en banlieue, quand même, ils font du bon boulot, quoi. Et que lui, peut-être, Lajli a du respect pour eux. Ça aurait été un point de vue, comment dire, un peu plus intéressant, parce qu'un peu plus sulfureux. Or, ce qui s'est passé, en admettant que Lajli ait du soufre en lui, et je lui fais encore ce crédit, on verra la suite. Je suis pas optimiste. Mais je pense que son film est passé à la blanchisseuse. Mais pas la blanchisseuse au sens où on a demandé d'être un peu plus sympa avec les blancs. Mais la blanchisseuse, qui est une machine qu'on connaît bien dans le cinéma français, c'était une machine à créer du consensus. On lui a dit, bon, écoute, il faut ensauvager personne, là. Il faut pas brutaliser le spectateur. Il faut que le film soit accueillant. Pour qu'il soit accueilli, il faut qu'il soit accueillant. Donc, on va être sympa. On va montrer des flics, bon, qui ont des petits travers. Il y en a quand même un qui est crypto-raciste, quoi. Il est pas loin, quoi. Mais enfin, globalement, on va montrer aussi que, ils ont chié des pauvres, ils sont souvent en difficulté, etc. Donc, voilà. Puis on va montrer qu'il y a du pour et du contre un peu partout. On va montrer, là, je viens sur une autre chose que David me fait dire et qui est mal comprise, pardon, et donc je vais mieux m'expliquer. Tu dis à propos des enfants. Moi, ce que je dis sur le fait qu'ils soient passés par des enfants, parce que c'est des enfants, c'est des pré-ados, hein, c'est pas exactement des ados. Pour moi, j'y vois le symptôme d'une tendance plus générale du film à, comment dire, une sorte de sympatocherie au bout du compte, à part pour l'émeute finale. Mais il y a un côté bon enfant dans le film, d'une certaine manière. Il y a pas des conflictualités brutales dans le film, à part encore une fois dans le dénivelé, dans le climax, quoi. Et donc, je pense que d'avoir pris des enfants, c'était une question un petit peu de pacifier un peu le territoire. Après, toi, tu me faisais dire que tu disais, il y a c'est des phénomènes connus en banlieue, tu vois, comme quoi c'est compliqué quand même de faire la critique de ce film sans en permanence ne pas se référer, enfin, sans pouvoir se priver de se référer à la réalité, ce que tu fais spontanément. C'est donc bien que tu juges toi aussi le film par rapport à ce que tu considères comme étant la réalité des banlieues. Et donc, par rapport à cette histoire d'enfants, tu disais, les microbes, ça existe, le phénomène des microbes, à savoir qu'il y a une délinquance comme ça, un peu juvénile, préadolescente, répertoriée en banlieue. Oui, c'est vrai, tout à fait. Simplement, on la voit pas du tout dans le film. On la voit pas du tout dans le film. Tu prenais, pour exemple, si, Lajli, il nous parle de la violence préadolescente et des microbes, parce que quand même, le film se commence par un enfant qui a volé une poule. Mais c'est pas ça, le phénomène des microbes en banlieue. C'est des jeunes gens qui ont 11-12 ans et qui parfois s'en prennent violemment à des personnes âgées ou à des gamins qui les harcèlent dans le truc. C'est ça, les microbes, ou qui sont vraiment dans la délinquance, pas le vol de poule. Et on voit bien qu'avec ce vol de poule, on est, comment dire, dans une imagerie un peu sympatoche, quoi. Oh, c'est bénin.
c'est un petit larcin, c'est un petit larcin qui le rend presque tendre et adorable. Donc, on n'a pas du tout à faire avec la violence des enfants. Donc, je pense qu'en général, le film s'est auto-pacifié. Voilà son ressort, je dirais, fondamental, c'est ça. C'est quand même, au bout du compte, d'assainir un peu la situation, de sorte que l'éventuelle brutalité du film ne puisse pas quand même trop choquer les yeux du public central qui était visé. Et là-dessus, je pense que les producteurs de Lajli ont eu, à mon avis, comment dire, des modes d'intervention dans le processus de fabrication du film qui étaient tout à fait dans ce sens-là. Hein, je veux dire, ils ont quand même signifié à Lajj, on te finance, on va accompagner ton film, on croit en toi, on t'aime beaucoup, tu as du talent, mais comment te dire, on va un petit peu lessiver tout ça, quoi. Voilà ce qui est pour moi le phénomène Les Misérables. Je rejoins la position de François Bégodeau sur cet entre-deux, hein, c'est-à-dire que j'ai le sentiment, regardant le film, que en quelque sorte, Lajli s'efforce d'éviter, je dirais, le faux drame social. Il n'y aurait pas, au fond, d'un côté les pauvres banlieusards et puis de l'autre les mauvais flics. Et donc c'est vrai, il essaie de montrer qu'au fond, c'est le sens de son propos, hein, tout le monde serait victime. Hein, tout le monde serait victime. Les flics sont montrés comme des victimes. Hein. Ils sont délaissés. Ils sont en faiblesse. Ce que dit François, ouais, ils sont en rapport de faiblesse. Il n'y a pas d'équipe de renfort, par exemple, qui, au moment de la scène finale, vient leur porter secours. Ils sont à l'abandon. Alors, on pourrait faire on peut faire cette lecture-là. Moi, je la fais. Et effectivement, il y a une manière de ne pas trancher, qui est une façon de trancher. Il y a une manière d'égaliser les conditions, qui m'intéresse beaucoup. Cette manière de montrer que tout le monde se situe sur un même pied d'égalité, même traitement, à l'image, parce qu'au fond, tout le monde est victime. Tout le monde serait victime. Flics, baqueux y compris. Je laisse de côté parce que j'aimerais bien revenir plus tard sur le plan de la réalisation, sur cette question, sur cette idée de pourquoi Lajli fait le choix de montrer à peu près tout le monde à égalité. Baqueux, comme y compris ceux qui vivent dans ce quartier populaire. Sur les microbes, alors oui, j'utilise un argument relatif aux banlieues, mais parce que là aussi, je me réfère à ce que Lajli a voulu faire, c'est-à-dire, il le dit lui-même en entretien, il veut filmer des microbes. Alors, est-ce qu'il les montre mal, insuffisamment? Alors, lorsque moi, j'évoque la scène, c'est-à-dire, c'est la deuxième scène du film, hein. On a la première scène, on a Issa qui est porté au nu après la victoire de la France, sa seconde victoire en Coupe du Monde. Et puis, scène suivante, on a Issa qui vole des poules. C'était une manière de dire, enfin plutôt, pas aller sur le terrain des microbes, mais pour répondre à l'argument de François Bégodeau, selon lequel le film montrait en quelque sorte de jeunes individus dans une sorte de rousseauisme de bonne aloi, c'est-à-dire un bon garçon. Et j'utilisais juste le fait que non, j'ai pas affaire à un bon garçon, j'ai affaire à de la petite délinquance. J'ai affaire à un gamin qui est tantôt porté au nu et puis dès qu'il revient dans le quartier, il se met à voler des poules. Voilà, c'était juste ça. Et donc pas aller sur le terrain du microbe, mais juste que voilà, j'ai pas affaire à un si mauvais ni bon garçon. J'ai affaire à un gamin livré à lui-même et puis qui là se met à voler des poules et il est récupéré dans le commissariat par son père. Est-ce que tu crois que si toi tu avais voulu représenter les microbes et le phénomène des microbes en banlieue, est-ce que tu aurais... Je suis d'accord. Est-ce que tu aurais choisi un vol de poule pour alerter ma mère qui ne connaît pas les banlieues que en ce moment en banlieue, il y a quand même des enfants, en tout cas des jeunes gens qui sont quand même, qui ont une certaine violence en eux, une certaine brutalité et qui sont en train de partir en couille. Est-ce que tu aurais choisi un vol de poule? Non. Alors, s'il s'agit d'avoir pour critère, en fait, cette première partie du film, rapportée aux microbes, non, elle rend imparfaitement, même elle ne rend pas du tout compte de ce que c'est que le phénomène des microbes. D'abord, les microbes, c'est un phénomène de bande. On n'a pas affaire à deux bandes au départ du film. Issa, il est seul, il est délaissé par sa famille.
Hein. Il vit à la rue, son père ne veut plus le voir au sein de son domicile, et donc on a affaire à un gamin qui est livré à lui-même. Et je n'ai pas, dans la première partie du film, je n'ai pas affaire à une bande, je n'ai pas affaire à des microbes, ça c'est indéniable. J'ai affaire à des microbes dans la seconde partie du film, sauf que ces microbes, ils se constituent quand même de manière tout à fait intéressante dans le film, et qui permet de revenir sur cette question de la révolution. À un moment, dans l'émission que tu as donnée chez Microciné, David, tu disais, si je ne me trompe pas, tu disais qu'il y avait un point de désaccord avec François sur le fait que François dit que, enfin, toi, tu penses, enfin, tu comprends que qu'il y a une forme de minimisation comme ça de la violence de la violence qui se déroulerait en banlieue. Et le fait aussi que François dit, si je me trompe pas, tu parles, François, par rapport au fait que la DJI a tendance à toujours prendre une forme de substitution. Au lieu de filmer des adolescents ou des jeunes adultes, il filme plutôt des enfants. Et c'est là qu'ensuite David reprend le désaccord et parle des microbes. Moi, ce que j'essayais de disposer dans ma critique, c'était que je crois que le film essaie d'aseptiser la brutalité en banlieue. Voilà, c'est ça. Et je vois comme un symptôme le fait que ces héros sont des enfants, et sont des enfants, bon enfants. Puisqu'un vol de poule, je veux dire, ça éveille chez moi, le vol de poule chez moi, spectateur blanc du centre-ville, mais ça ne m'évoque que tendresse. Ça ne m'évoque que tendresse. À aucun moment, ça m'inspire l'idée qu'ouh là là, attention, il y a des mauvaises graines là et ça va mal finir en banlieue parce que maintenant, dès l'âge de 12 ans, ils sont quand même partis les mecs à vendre de la drogue. Non, c'est pas ça que manque le film, pas du tout. Plus généralement, d'ailleurs, je pense qu'il y a plein d'éléments dans le film qui vont dans le sens du bon enfant, ne serait-ce que le contentieux entre les gitans et les blacks. Le contentieux, c'est jamais qu'un vol de lionceau. Bah, c'est un lionceau, c'est pas un lion. Vous voyez, donc je voyais bien qu'il y avait tout un tas d'éléments dans le film comme ça qui donnaient toujours une espèce de version, je dirais, enfantine, presque un conte pour enfants, un conte en banlieue, conte de banlieue, aurait pu dire Romer, plutôt que de montrer la brutalité. Je m'empresse de préciser que mon attente, et je l'ai bien exprimé dans le podcast, mon attente par rapport au film n'était pas que Lajli nous montre la vraie brutalité en banlieue, nous montre par exemple des vrais sauvages, des enfants, pour nous montrer à quel point en banlieue ça va pas, à quel point ces gens-là sont des sauvages, ou à quel point au contraire il faut urgemment monter des mouvements politiques pour les tirer de là, pour qu'eux-mêmes se tirent de là. C'est pas ça que je disais. Pas du tout ça. Je disais précisément que j'en ai marre de ces films qui reconduisent toujours le même casting et qu'il y a une façon narrative, en tout cas, il y a une façon de se saisir la banlieue à partir de grilles narratives préétablies, de scénarios préétablis, très largement issus d'ailleurs de la représentation américaine des choses. Voilà, mais pas seulement, qui est toujours, le casting sera donc toujours le caïd, les flics, les délinquants, les petits délinquants, le politique, qui est un petit peu, de façon d'ailleurs, je trouve que c'est plutôt une bonne trouvaille du film, ce personnage du maire, hein, qui s'appelle le maire et qui serait presque un substitut du maire ou une sorte de prestataire du maire. Ça, je trouve que c'est très malin, ça, et c'est très intéressant. Mais disons, le casting elle-même, et moi, ce que je réclamais, c'était pas du tout que j'aimerais bien qu'on monte les choses plus brutalement ou moins brutalement, ou que les salafistes soient plus ou moins gentils. Moi, j'ai pas d'avis là-dessus. Moi, je regarde ce qu'il y a dans le film. Et moi, ce qui m'intéresserait, c'est que enfin, on filme des gens ordinaires qui échappent à ce casting-là. C'est-à-dire qu'on aille plutôt taper dans les 97% de gens qui en banlieue ne sont ni flics, ni caïds, ni délinquants, ni le maire, ni des braves types associatifs ou que sais-je, mais qui soient des gens ordinaires. Par exemple, des femmes, disais-je. J'en ai un peu marre que les castings des banlieues films, si jamais le mot a un sens, soient un peu couillus virils, ce à quoi Bac Nord n'échappe pas non plus. Hein, je veux dire, pour des points de vue censément opposés. Moi, j'aimerais bien voir la femme de banlieue qui habite dans une banlieue, par exemple donc à Montfermeil, qui se lève le matin à 5 h du matin pour aller nettoyer les bureaux du centre-ville et qui a 2 enfants à charge et c'est compliqué, puis alors pas sans tomber dans un misérabilisme social. On pourrait très bien aussi montrer des gens qui sont heureux en banlieue, mais des gens ordinaires. Voilà l'objection que je faisais au film, et pas du tout de dire qu'il faudrait qu'il soit plus brutal ou moins brutal. Je précise un peu le propos parce que je pense qu'il n'avait pas été compris. Mais je reviens donc sur le point, je pense que globalement, il y a une stratégie d'aseptisation qui est au travail dans ce film, et dont pour moi, un des symptômes marquants est le choix d'en passer par l'enfance. Et par une enfance qui, j'y insiste, est bon enfant, et qui en arrivera à commettre, à monter en insurrection parce qu'une injustice lui a été faite, parce que voilà, il y a eu une balle perdue ou semi-perdue, c'est une question du film, qui fait que ces enfants, à la fin, on trouve que leur révolte est tout à fait légitime. Sur la représentation des femmes, elles sont présentes, il y a des jeunes filles qui sont représentées, et c'est intéressant, c'est vrai, elles sont masculinisées.
Alors, elles sont dans un rapport d'autorité et vis-à-vis de Buzz qui vient de filmer l'une d'entre elles, et elles viennent le trouver. Parce que je n'avais pas terminé, sur la représentation des microbes, la première partie du film, oui, elle déleste la force du propos, hein, celle de Ladji, de vouloir montrer ce phénomène, notamment à l'écran. Les 20 dernières minutes du film, tout de même, elle me semble quand même assez révélatrice, là pour le coup, d'une forme d'organisation centrée autour du personnage d'Issa. Alors voilà, est-ce qu'ils sont constitués avant le film? Est-ce que je ne sais pas vraiment. Mais en tout cas, les 20 dernières minutes du film, là pour le coup, j'ai oui, un phénomène de révolte. Et qui pourrait illustrer, alors certes, c'est une révolte, qui pourrait illustrer pour partie, mais seulement pour partie, ce que c'est que le phénomène des microbes en banlieue. Je dis bien pour partie, parce que ce que ne montre pas Ladji alors, c'est que les microbes, pour agir en banlieue, n'ont pas besoin de motivation. Ils n'ont pas besoin en tout cas, pas celle-ci, pour agir. Et donc, cette représentation des microbes, elle est, tout comme le personnage du Bac Noir, elle ne va pas jusqu'au bout de son idée. On est d'accord. Donc c'est une représentation gentillette. Et pourquoi donc Ladji a à ce point-là voulu être gentillet? C'est la question qui est posée au film. La question critique, c'est comment se fait-il que quelqu'un qui lui-même a subi d'ailleurs les violences policières, puisqu'il les a filmées quand il était gamin, c'est comme ça qu'il a fait ses premières armes, je dirais, dans le filmage. Comment se fait-il qu'il fait ça? Et donc revenons quand même à la police. Revenons à la police. Moi, ce que je disais dans le podcast, ce n'est pas encore une fois ce que tu me faisais dire. Ce n'est pas que je considère que tu disais, oui, mais tu vois, de nouveau, tu faisais appel à la réalité. Hein, donc, comme quoi, c'est ton critère critique de comparer Les Misérables avec ce que tu crois ou sais de la réalité, crois savoir ou sais de la réalité, et de dire que finalement, il y a quelque chose de juste. Donc, moi, toi, tu disais, c'est souvent que les flics sont débordés en banlieue, donc il est assez normal qu'on les voit souvent débordés, dépassés par les événements. Moi, je ne sais pas si c'est la conformité ou pas avec les choses, parce que je sais deux choses. Je sais que dans toutes les scènes du film, sauf une, les flics sont débordés et que donc le rapport de force leur est toujours défavorable, sauf une qui est effectivement la première scène avec des filles, que tu avais raison de citer, mais qui fait pas le figure par rapport aux 5 ou 6 autres où les flics seront systématiquement débordés et en position de faiblesse. Alors, et la deuxième chose, c'est que je n'ignore pas que les flics sont parfois en position de faiblesse en banlieue, ça leur arrive bien sûr, mais je n'ignore pas non plus qu'en général, la force leur revient. Que la force leur revient toujours et que, en général, c'est quand même plutôt les flics qui coffrent les gens de banlieue plutôt que les gens de banlieue qui coffrent les flics. En général, c'est plutôt les gens de banlieue qui se retrouvent dans le fourgon, puis devant la justice, puis éventuellement en prison, et assez rarement les flics, le travail de l'IGPN étant ce qu'il est, contrairement à ce que Bac Nord voudrait induire. Donc, je trouve étrange, et donc je réfléchis, et je me dis, mais comment se fait-il que Ladji en arrive là, à avoir disposé une grande majorité de scènes où la police soit débordée. Tu dis dans ta réplique que tu cites Balibar. Et je crois que tu le cites mal, Étienne Balibar, qui est un ami pour moi, un ami intellectuel, je veux dire. Si Étienne Balibar met en avant le fait que parfois les policiers aient recours au CRS pour se faire respecter en banlieue, c'est pour montrer à quel point il y a justement un divorce absolu et intégral. Balibar parle en bon marxiste à ce moment-là, entre la population de banlieue et la police, la population ne reconnaissant plus la police comme étant légitime pour maintenir l'ordre. C'est pour ça qu'on est obligé d'avoir recours à la force. Bon, première chose, c'est ça le vrai raisonnement de Balibar. Il n'en tire pas le fait que... Parce que Pascal Praud pourrait dire la même chose, mais c'est pas du tout la même intention. Hein. Pascal Praud, que je prends comme emblème d'un certain camp politique ou d'un certain regard sur les banlieues, qui est maintenant majoritaire, dirait c'est les territoires perdus de la République, c'est les zones de non-droit, ah là là, ces gens-là ont créé une espèce de poche au sein de la société française, il y a une espèce d'anti-France qui s'est creusée au sein de la France, et nous ne pouvons plus pénétrer là-bas, et donc la pauvre police, la police, quand elle veut pénétrer et quand elle veut faire des descentes, elle les fait. En s'aidant des CRS ou de l'armée américaine ou que sais-je, mais elle finit toujours par les faire, et force revient souvent à la loi. Je m'étonne que dans ce film, eh bien, nous n'avons aucune scène, si ce n'est la scène très bonne, mais relativement anecdotique,
de Chris avec les filles, où c'est Chris qui drague, et puis voilà, et les filles, voilà, et cette histoire de portable. Les vraies représentations sont à suivre, quoi. Et donc, il faut s'interroger sur la raison pour laquelle Lajli a voulu absolument que les flics soient très, très majoritairement dans ce film montrés en position de faiblesse, alors que, dans le réel, force revient toujours aux forces de l'ordre. Mais je veux dire, qu'on le veuille ou non, c'est comme ça que ça se passe. On peut le déplorer d'ailleurs, hein, je veux dire, en tant qu'anarchiste ou en tant que je sais pas quoi. Mais en tout cas, c'est pas ça. Donc, pourquoi cette distorsion? Et pourquoi avoir absolument tenu? Tu disais par exemple que on met tout le monde à égalité, mais on ne met pas tout le monde à égalité d'un point de vue cinématographique, puisque nous sommes à 90% du côté des flics et de temps en temps du côté d'Issa et de ses copains. Et puis de temps en temps du côté du caïd, et puis de temps en temps du côté du maire, et puis un tout petit peu du côté de l'autorité salafiste qui travaille au kebab. Mais on est avec les flics majoritairement, donc il n'y a pas une mise à égalité. La passion première de ce film, c'est qu'on soit avec les flics, qu'on montre que c'est plutôt des braves types au fond, et deuxièmement que c'est compliqué pour eux parce qu'ils sont toujours en position de faiblesse. Voilà. C'est un choix tout à fait étrange. Et j'aimerais bien qu'on me l'explique. Et c'est de comprendre aussi pourquoi Ladji, qui a fait ce film 365 jours à Montfermeil-Clichy, et là on ne prend pas comme appui les entretiens qu'il a pu donner, là on prend comme appui un film qu'il a fait. Pourquoi quand on voit ce film-là et quand ensuite on voit Les Misérables, il y a quelque chose qui a énormément changé dans la position du point de vue de la caméra. David, je te laisse, vas-y. Non, mais je vais dans le sens de Samir. Qu'est-ce qui s'est bien passé entre-temps? Pour moi, c'est ça la question qui est posée par le film. Alors moi, sur cette question qui m'intéresse beaucoup, hein, sur Balibar, l'impuissance du puissant, alors moi je n'en fais pas la même lecture, enfin je fais la même lecture marxiste de cette citation, évidemment, chez Étienne Balibar, ce qui est quand même assez patent quand il la mentionne, c'est comment cette espèce d'escalade qui a lieu notamment en banlieue, sur la question de l'état de droit et où fixer la ligne de l'état de droit, et dans son travail sur ce terrain-là. Cette logique de l'impuissant, du puissant, elle m'intéresse beaucoup, moi, sur le plan conceptuel, pas simplement sur le terrain du film. C'est par exemple, alors pour le coup, dans le film, Issa, il n'est pas blessé par n'importe quelle arme, il est blessé, il est flashé au LBD, c'est-à-dire une arme de type militaire. C'est-à-dire que là, j'ai l'expression, c'est vrai, d'une certaine force, mais cette force, pour qu'elle s'exprime, elle est obligée d'aller toujours plus haut, plus loin, et qui, dans le même temps, exprime une forme d'impuissance, dont l'utilisation même de l'arme faite par Wagda me semble attester. Pardon, oui, ça fait deux, trois fois, c'est vrai, François Bégodeau, tu me dis que pour analyser le film, alors peut-être que je me suis mal fait comprendre quand j'ai essayé de partir de ta critique sur le film, que je fais appel à des éléments de la réalité. En fait, moi, si je fais appel à des éléments de la réalité, c'est parce que, me semblait-il, quand je t'écoutais, tu faisais appel à ces éléments-là, et donc j'essaie de me situer sur ce terrain-là. Parce que si moi je me défais de la réalité, que je regarde, alors là pour le coup, juste le film pour le film, sans me référer, lorsque je me pose juste la question de la cohérence entre ce qui est montré, l'espace une nouvelle fois qui est filmé, lorsque je me pose juste la question de la cohérence de ce que je vois à l'image, et que j'essaie de me défaire de ce que moi je peux connaître ou pas de la banlieue, de ce que Lajli en dit ou pas de la banlieue, de ce que les uns et les autres tiennent comme discours sur la banlieue, je peux avoir une autre lecture du film. Par exemple, ce qui m'intéresse dans le film, alors François Bégodeau, tu disais tout à l'heure que ce film, c'est intéressant, ce film, au fond, il serait sous perfusion nord-américaine. Alors, sans doute, moi j'y vois autre chose sur sur la manière dont Lajli filme la banlieue. Voilà. C'était une question au départ, hein, sur ce qui nous est montré à l'écran. Est-ce que ça nous documente sur la banlieue ou pas? Est-ce que j'apprends quelque chose en tant que spectateur lorsque je regarde ce film? Je trouve intéressante, par exemple,
porter du crédit au film, je trouve assez intéressante l'utilisation du drone qui est faite dans le film. Au départ, j'avais peur quand j'ai vu ce drone apparaître dans le film. J'avais le sentiment peut-être d'un effet gadget. Et puis très vite, je me suis dit non, on est dans autre chose. Alors sur le plan cinématographique, hein, on est dans quelque chose de classique, hein, une opposition du haut et du bas dans le film. On a les scènes filmées par le drone sur la banlieue, une sorte de point de vue omniscient qu'il faudrait questionner. On a donc ce point de vue-là du drone sur la banlieue, une manière de cartographier l'espace. Et puis on a les scènes qui se déroulent au bas. C'est notamment lorsque la police lorsque les baqueux évoluent, scène d'interpellation, etc. Donc, on a une opposition classique entre le haut et le bas et qui va se résoudre en fin de film avec ce duel final où le haut et le bas s'écrasent, où le haut va à la rencontre du bas et le bas va à la rencontre du haut. C'est notamment la scène finale dans la tour qu'ont investi les jeunes depuis le haut de la tour qui voient arriver les baqueux. Et les baqueux qui se rendent dans cette tour, c'est le bas qui va vers le haut, et puis le haut, les jeunes qui quittent le haut de la tour et qui va vers le bas. Donc, on a une résolution. Là, ici, je trouve qu'il y a une forme de cohérence via l'utilisation de ce drone. Ce drone, il est encore intéressant pour moi parce que il me montre, en quelque sorte, j'ai eu l'impression, je ne sais pas, c'est une question en fait, j'ai eu le sentiment, regardant le film, que je n'avais pas tant à faire à un exercice cinématographique qu'à un exercice géographique, via notamment ce drone. C'est-à-dire que j'ai le sentiment, regardant le film, que notamment, hein, ce que je vois, qui est peut-être intéressant, c'est que la manière dont l'espace est montré de cette banlieue, en particulier, cette banlieue singulière, hein, non pas la banlieue au sens où il s'agirait de l'essentialiser, mais cette banlieue que filme Lajli, j'ai l'impression qu'il la montre segmentée. C'est-à-dire que souvent, quand on parle de la banlieue, vraiment au singulier qui pose problème, on parle de ghettoisation en cours, d'effet ghetto, et toujours au singulier. Voilà, il y aurait un phénomène de ghettoisation qui serait en voie d'accomplissement, notamment en France. Alors, le terme est peut-être un peu trop connoté, je parlerai de logique d'enfermement. Ce qui est intéressant peut-être dans le film, c'est de montrer que l'effet ghetto, en fait, il faudrait l'utiliser au pluriel. On a affaire vraiment à une compartimentation des espaces des uns et des autres. On a l'équipe de la pince qui est dans son bar à chicha, on a l'équipe des salafistes qui est dans son kebab, on a les jeunes gamins qui occupent l'espace disponible à l'extérieur, les baqueux qui se déplacent au sein de leur véhicule, et quand ils sortent de leur véhicule, ça pose problème. Donc, on a une espèce de compartimentation qui m'intéresse beaucoup et qui montre qu'au fond, la banlieue, en tout cas cette banlieue-là, du film Lajli, n'est pas un champ unifié de force. Qu'il y a des tensions qui sont en l'œuvre, c'est-à-dire que les logiques des uns et des autres, sous réserve des 20 dernières minutes du film où il y a une espèce d'entente qui se met en place pour récupérer la vidéo de l'enregistrement entre l'équipe de la BAC, l'équipe de la pince et l'équipe du maire. Mais voilà, il y a un effet ghetto pluriel. Ça m'intéresse. Ensuite, et j'en terminerai par là, sur le plan des influences. Lajli l'a dit, son influence, donc ce serait intéressant de questionner son rapport au cinéma nord-américain, mais pour Lajli, son influence, c'est quoi? C'est la haine. C'est la haine de Mathieu Kassovitz. Hein. C'est une sorte de film hommage. Les Misérables, 25 ans après, on revient en banlieue et on voit ce qui s'est passé depuis lors. Je pense que si on se réunit aujourd'hui, c'est parce que j'ai parlé des Misérables, puis tu as parlé de la façon dont j'en avais parlé, puis tu en as parlé en général. Moi, je pense qu'il faudrait, puisque nous sommes en présence l'un de l'autre, il faut que nous abordions les points qui sont à la jonction de ta critique et de la mienne. Tu vois, sinon, c'est plus un dialogue. Moi, par exemple, le drone, je ne me suis pas exprimé dessus, je n'ai rien dit. Tu ne m'as rien fait dire sur les drones. Donc, je veux dire, là, tu es en train de faire une critique des Misérables qui me passionne. C'est très intéressant de t'écouter parler du film. Mais comment dire, c'est pas trop le sujet du jour, quoi. Hein, le sujet du jour, c'est là où il y aurait débat entre nous, quoi. Donc là, tu vas partir sur pour moi, pardon, ça la haine en disant les rapprochements, la haine, machin. Moi, c'est des choses dont je n'ai pas parlé. Le point qui serait intéressant, si tu veux, moi, je tiens que Lajli copie du cinéma américain, et je tiens par ailleurs que sans doute par la suite, ça se verra de plus en plus. Peut-être que j'espère que les faits me démentiront.
Ça, c'est ça le débat critique qu'il pourrait y avoir entre nous. Et donc là, quand tu dis, mais en fait, son influence n'est pas nord-américaine, elle est plutôt la haine, pardon, mais la haine a été le débarquement d'un cinéma sous influence nord-américaine dans le champ cinématographique français en 1994. Kassovitz avait bouffé du film américain. D'ailleurs, ça s'est vu par la suite, puisqu'il est allé faire 2 ou 3 films, que sais-je, aux États-Unis, ce qui est un peu le rêve de gens comme Kassovitz, de gens comme Richet aussi, qui a aussi fini là-bas. Et je pense que c'est le rêve de Lajli qui finira évidemment là-bas, dans la mesure où c'est possible économiquement, mais j'ai l'impression que c'est plutôt bien parti. Donc c'est ça la question. Nous avons affaire à des gens qui, quoi que tu dises, et d'ailleurs tout ce que tu dis ce matin montre bien que ce sont toujours des films qui se réfèrent à une réalité qui s'appelle la banlieue et qui prétendent en dire quelque chose, et qui prétendent en montrer quelque chose. Et donc ce sont des films pour se référer à la banlieue, qui pour se référer à la banlieue en passent par une espèce de cinéma transitionnel qui serait les canons du cinéma américain. D'ailleurs, ce qui m'intéresse dans l'influence nord-américaine, c'est plutôt l'influence des standards narratifs. Encore une fois, le standard narratif voulant, par exemple, au travail, c'est le casting que j'ai décrit tout à l'heure, hein, et qui est un casting cliché de ce point de vue-là, en tout cas un casting standard. Et on ne va pas chercher des personnages plus interstitiels de ce réel qui s'appelle les quartiers périphériques ou les quartiers populaires. C'est bien dommage. On voit toujours les mêmes. Moi, j'aimerais bien voir un peu d'autres gens quand on me parle un peu de ces quartiers populaires. Donc ça, c'est une première chose. Et surtout, le grand standard, c'est de finir, bien sûr, par le climax insurrectionnel. Chose qu'on voyait dans Blue White Film et dans tout un tas d'autres films. Bac Nord aussi, d'une certaine manière. Ça, c'est presque un truc, c'est un code de scénario. Un code de scénario d'un certain cinéma américain, mais de plein d'autres cinémas maintenant, puisque ce cinéma ayant fait école. Et donc, ça se termine un peu comme ça par une poussée, une grosse scène d'action qui, dans le cas d'espèce du film qui se passe en banlieue, aura toujours l'air un peu d'une insurrection, quoi. Bon, bah voilà, donc Lajli a récité la leçon nord-américaine que, d'ailleurs, Kassovitz avait lui-même récité. Hein, il avait fait à peu près la même chose, même si je pense qu'il y avait des éléments un peu plus franco-français, je dirais, dans la cinéphilie de Kassovitz qui pouvait se voir dans la haine, mais qui est un film qui d'ailleurs m'avait, moi, à l'époque, laissé tout à fait indifférent aussi. Et donc, bon, voilà, je voulais faire un point aussi sur la raison pour laquelle nous discutons aujourd'hui, si tu veux. Alors, juste terminer, parce que j'avais pas terminé mon propos. Attends, juste David, David, je vais te laisser terminer, mais c'est pas pour défendre David, mais je pense que lorsqu'il évoque l'aspect du drone, alors peut-être que ça n'est pas le cas, mais moi quand il a commencé à parler du drone, parce que je me souviens dans La Gêne, tu avais parlé un moment rapidement de cette utilisation du drone et du fait que là pour le coup, ça montre encore une fois de plus il surpasse, enfin que Lajli est toujours au-dessus et jamais à l'intérieur de cette cité. Et puis même tu disais qu'il faudrait peut-être un jour qu'on se pose et qu'on commence à réfléchir sur pourquoi on utilise excessivement le drone, etc. Alors je sais pas où il va en venir, David. Voilà, c'était juste peut-être c'était par rapport à ça. Je veux en venir. Alors à la fois parce que bon, j'entends bien ce que dit François à l'instant. Hein. Sur cette question qui est très intéressante pour moi, sur la question de l'influence du cinéma nord-américain sur la manière dont il serait reconduit ici, consciemment ou non. Moi, alors sur ce plan-là, je n'en fais pas la même lecture. Mais je voudrais juste terminer tout d'abord sur l'utilisation du drone, parce que, me semble-t-il, hein, pardon François, mais on avait débuté l'entretien par « Est-ce que le film de Lajli nous dit quelque chose sur la banlieue ?» sur justement ce drone qui ne ferait que survoler, qui serait un peu au-dessus. Et donc oui, moi j'ai une information sur le plan cinématographique par rapport justement à la haine. Pour moi, c'est important de le signaler, parce que je vois deux clins d'œil et un tour de vis supplémentaire opéré concernant la logique d'enfermement qui serait à l'œuvre dans ce quartier que filme Lajli. Tout d'abord, ce que je trouve intéressant via ce drone, c'est que l'espace documentaire dans le film, il n'est plus confié à des journalistes, comme dans La Haine. Dans La Haine, après les émeutes, il y a une équipe de journalistes qui arrive dans le quartier où se trouvent Vince, Saïd et Hubert, et les trois amis caillassent l'équipe de journalistes qui sont venus les filmer. Et puis, on a Hubert qui leur crie on n'est pas dans un zoo ici. Hein. On n'est pas dans un zoo. Vince lui demande on n'est pas à Thoiry. On n'est pas à Thoiry. Et Vince lui demande mais c'est quoi Thoiry? Il lui dit c'est un zoo. On n'est pas dans un zoo. Alors, les journalistes sont expulsés du quartier.
Dans Les Misérables, le soin documentaire sur la banlieue, il est délivré à un gamin via ce drone. Donc, il y a une manière d'enfermement qui me semble montrer et qui est encore appuyée autrement de manière un peu plus intéressante. C'est lorsque ce gamin, justement, dans cette première scène où le drone apparaît à l'écran, il filme donc depuis le haut d'une tour, la tour d'en face, où une jeune fille est en train de se déshabiller. Bon, on comprend, on a affaire à l'intimité d'une jeune fille, et Lajli, en quelque sorte, via le personnage de Buzz, est en train de nous montrer l'intimité du quartier ce faisant. Mais ce qui est très intéressant, c'est qu'à un moment donné, dans cette scène, ce qui se produit, c'est qu'il y a un pan de la fenêtre qui se referme, l'image de la jeune fille est empêchée, nous est interdite, on ne la voit plus, et puis cette vitre, elle ne laisse pas passer la lumière, il y a un effet de réflexion qui est opéré. Et qu'est-ce qu'on aperçoit à l'image sur ce pan de fenêtre qui se referme, qui est en train de filmer Buzz via son drone? Eh bien, on aperçoit la tour depuis laquelle il se trouve. C'est-à-dire que lorsque le drone documente la banlieue sur ce que c'est que la banlieue, eh bien, on a une image d'une tour qui renvoie une image d'une autre tour, et que, me semble-t-il, ici, il y a un tour de vis supplémentaire qui est opéré sur la logique de l'enfermement via ce plan-là. Ce plan-là, je le trouve très, très intéressant, parce qu'il renvoie à autre chose qu'on trouve dans La Haine. C'est la seule scène du film où, dans La Haine, et que reprend Lajli, c'est la seule scène du film où, à un moment donné, dans La Haine, on est toujours dans le quartier, on est toujours enfermé par les tours, et puis à un moment donné, il y a une scène où, pour la première fois, l'horizon se dégage. On a au platine un célèbre DJ, Cut Killer, qui mixe plusieurs morceaux, et puis via une fenêtre qui est ouverte sur l'extérieur, et pour la première fois, on a un long travelling, l'horizon se dégage. Alors, sans doute impossiblement dans La Haine, la chute alors aura lieu, l'apocalypse se produira, très bien. Dans Les Misérables, on a cette reprise, cette idée d'élévation au-dessus des tours via le drone. On a cette idée d'élévation. Sauf que, dans Les Misérables, ce qui est intéressant, moi, me semble-t-il, dans Les Misérables, c'est que ce point de vue du drone, au fond, l'horizon ici ne montre pas le lointain, il n'est pas dégagé, il montre le prochain. J'ai la tour d'en face. C'est-à-dire que la vue, elle est sans cesse barrée. Même quand le drone essaye de s'élever, de prendre de la hauteur, eh bien, cette vue, elle est empêchée, elle est interdite. Et donc, on est dans une manière, enfin, dans un rapport de claustration et qui induit une forme d'énergie cinétique qui circule en boucle au sein du quartier qui va se résoudre en fin de film. Enfin, pour aller sur le terrain toujours de la cohérence du film, de ce qui est utilisé dans le film et de ce qui m'est montré. Donc, d'essayer de me défaire et de la réalité et des entretiens de Lajli. Ce drone, une fois encore, il me semble pertinent dans l'utilisation qui en est faite, c'est-à-dire que j'ai l'impression qu'il faut le mettre en rapport avec justement les 20 dernières minutes du film, lorsque Buzz s'est réfugié dans son appartement et qu'il suit la scène d'affrontement dans les cages d'escalier entre les baqueux et les jeunes gamins, via l'œilleton de son appartement. Cet œilleton se refermant. Conclusion de tout ça, on a en début de film un drone, sorte de point de vue omniscient, qui filme tout, qui filme l'interpellation qui tourne mal, mais qui ne fait rien, a un œil qui se ferme en fin de film, qui ne peut plus rien faire. Bref, chacun est livré à soi-même. Et donc, je trouvais intéressante cette idée d'un enfermement supplémentaire qu'on trouve dans Les Misérables par rapport, par exemple, à un film auquel me semble renvoyer Les Misérables. Maintenant, sur l'influence nord-américaine, si Lajli en reprend des codes, sans doute, moi, je note simplement que Do the Right Thing, par exemple, puisque François Bégodeau, tu citais Do the Right Thing, Do the Right Thing ne se termine pas sur une scène de climax. C'est-à-dire qu'après que la pizzeria, elle est brûlée dans le film de Spike Lee, on retrouve le lendemain de la scène d'émeute Danny Aiello, c'est-à-dire le propriétaire du restaurant, et puis le personnage de Mookie, qui est incarné à l'écran par Spike Lee lui-même, et puis les deux. C'est-à-dire, une fois que la pizzeria elle a brûlé, c'est-à-dire que pour Spike Lee, c'est le lieu du ghetto, la pizzeria, elle a brûlé. Ce n'est pas la solution, le ghetto, pour Spike Lee. On fait brûler le ghetto, ce n'est pas là que la voie de sortie se trouve. On a deux individus
qui, sorti de l'espace du ghetto, parce qu'il a brûlé la veille pour telle ou telle raison, eh bien, discute. D'abord, il discute monnaie, c'est-à-dire le vrai rapport entre le noir et le blanc dans le film, c'est le vert, c'est la couleur de l'argent que doit Danny Aiello à Mookie. Et puis, une fois que cette question financière de ce qui est dû à l'un à l'autre est réglée, on a deux individus, le film se termine ainsi, qui discutent ensemble. Donc, moi, Do the Right Thing, là, sur ce plan-là, je le trouve intelligent, intéressant. Et donc, si Ladjli ne reprend de Spike Lee que la scène du climax, il manque la portée du film de Spike Lee. Ce que j'étais en train de dire, c'était pas qu'il y avait une duplication stricto sensu entre Do the Right Thing, par exemple, et Les Misérables. J'étais en train de dire qu'il y avait des standards, qu'il y avait des canons narratifs qui prenaient presque comme un passage obligé quand on filme, en tout cas certains quartiers populaires depuis quelques années, de terminer par un climax insurrectionnel. Que Spike Lee y ait ajouté, en général, tu sais, dans les standards de scénario, il y a des petites variables. Donc, il est écrit qu'il faut terminer par un climax insurrectionnel. La petite variable étant, ajoute-t-on une petite scène d'épilogue à la fin, ce qui se pose pour plein de films, la fameuse petite scène d'épilogue à la fin, une fois qu'on a eu le climax, il y a les 2 petites minutes là, qui sont 3 ans plus tard, ou le lendemain, un peu plus calme, et puis comme ça, on sort en douceur du film. Ou alors, on ne met pas cette petite scène d'épilogue. C'est des petits débats de standardistes de la scénarisation, ce qui n'enlève rien au fait donc. Moi, ce n'est pas anecdotique dans le cas de Spike Lee. Je dis pas, encore une fois, mon opinion n'était pas Do the Right Thing égale truc, je n'en parlais qu'à l'aune de la nécessité standard de globalement finir, que le dernier mouvement du film soit insurrectionnel. De ce point de vue-là, je pense que Les Misérables ne dérogent pas, n'inventent pas des nouveaux modes de récit, n'inventent pas des nouvelles formes, et c'est à ce titre-là qu'on peut dire qu'il reconduit des canons existants qu'il a envie de copier. Et je pense qu'il n'y a rien dans le film. Bon, tu passes beaucoup de temps à parler des drones, pourquoi pas, il n'y a aucun problème. Moi, l'utilisation du drone m'intéresse dans le cinéma, il y aurait beaucoup de choses à en dire, je pense que c'est que le début, comme disait Francis Cabrel. Bon, notons quand même pour des gens qui n'auraient pas vu Les Misérables, que tu viens de passer beaucoup de temps à parler de 2 minutes 20 dans le film. De 2 minutes 20 dans le film, sur un film qui fait 1h50. Donc je trouve que parce que le reste du temps, on est quand même en bas. Et en bas, donc on montre un certain nombre de choses. Et en fait, je pense qu'il faudrait, pour finir, en arriver au point. Depuis le début, on tourne autour de ça. Mais c'est ça la grande question théorico-critique et esthétique qui nous est posée par ce genre d'objet. Et tout tourne autour. Depuis le début, tu dis, non, mais moi, on n'a pas besoin de se référer, petit a, à ce que dit Ladjli, très bien, nous sommes d'accord, mais petit b, au réel de la banlieue pour juger du film. Mais tu n'arrêtes pas de le faire. Et tu n'arrêtes pas mécaniquement de le faire. Et tu n'arrêtes pas, d'ailleurs, même quand tu commentes les drones, de dire, ça nous montre que, j'ai noté une phrase que tu as dit tout à l'heure, les banlieues ne sont pas un champ unifié de force. Donc, ça nous montre bien quelque chose sur les banlieues. Donc, ça prétend bien nous montrer quelque chose sur les banlieues. Et toi, ton critère esthétique devant le film, c'est quand même de dire si, ah ouais, ça te paraît intéressant ce que ça montre des banlieues. Ça te, voilà, en l'occurrence, par l'effet de drone. Donc, on en est toujours là. Je répondais à une question de Samir. Est-il possible, en fait, la vraie question critique pointue dans cette affaire, c'est quand bien même, moi, je désirerais juger du film en tant que pure forme, pratiquement. Presque en tant que pure forme, le juger indépendamment de son rapport à la banlieue, de son rapport aux quartiers populaires, indépendamment de ce qui pourrait être censément ses options réalistes ou ses options documentaires, en tout cas revendiquées ou affichées. Est-ce qu'il est possible en fait d'avoir un regard comme ça sur un film comme celui-là? Évidemment pas. Évidemment pas, puisque nous, spectateurs, devant le film, spontanément, de toute façon, nous ne cessons de faire des ponts entre le réel tel que nous le percevons à tort ou à raison et le réel qui nous est montré là. Donc ce serait, comment dire, un mensonge critique par omission que d'évacuer de la critique d'un film comme Les Misérables la question de sa congruence avec le réel des quartiers populaires tel qu'on en parle en permanence. J'ajoute qu'il se trouve que le réel des quartiers populaires est un sujet politique extrêmement électrique, extrêmement central dans le champ des discours contemporains. Donc, il est tout à fait judicieux de regarder le film aussi de cette manière-là, et il est tout à fait judicieux aussi de demander à Ladjli des comptes quant à la responsabilité de l'image qu'il a produite de la banlieue. Il est tout à fait légitime de demander une bonne fois pour toutes, et je le demanderai directement à Ladjli parce que je n'ai pas eu ce matin de réponse de ta part, David,
alors que c'était des questions que tu avais posées dans la réponse que tu m'avais faite. Comment se fait-il qu'il ait fallu un type comme Lajli pour mettre un bac noir? Comment se fait-il qu'il ait voulu à ce point-là infantiliser la banlieue, l'infantiliser et évacuer un certain nombre de choses? Comment se fait-il qu'il soit passé par l'enfance? Comment se fait-il qu'il y ait cette création oxymorique d'un bac de gauche? Comment se fait-il que dans le champ actuel des discours sur la banlieue, tout ça n'est pas neutre et ne peut pas être neutre? Je pense que, par exemple, il y a un autre film dans l'histoire du cinéma français récent qui, à mon avis, ne tenait pas assez en compte l'état des débats sur le réel qu'il allait croiser. Ce film s'appelle Entre les murs. Et c'est ce qui fait sa faiblesse, je dirais, politique. Sa faiblesse politique. Et si j'avais été davantage au gouvernement, ça ne serait peut-être pas passé de la même façon. Ou peut-être que si, en fait. Peut-être que j'aurais fait, à mon avis, la même erreur politique. Quand on aborde des questions comme ça, de toute façon, le spectateur va les appréhender en tant qu'hypothèse politique et hypothèse de captation du réel dont on parle. Donc, de toute façon, il faut précéder ça, il faut en faire quelque chose, il faut l'assumer, il faut le scénariser, il faut l'inscrire dans des dialogues, chose que Ladji n'a pas fait. Donc, en l'état, moi, je reste campé sur le truc. Nous avons un film où il y a un bac de gauche ce qui n'arrive jamais, un bac noir, ce qui arrive une fois sur 10 000, et que donc, je ne vois que un film qui a voulu absolument neutraliser les zones de conflictualité brutale, notamment celles qui ont cours autour du réel, que de toute façon, qu'il le veuille ou non, qu'il abstrait les choses, qu'il les fictionne, qu'il les dronise, de toute façon, il est en train de traiter et de restituer. Voilà la question critique qui nous est posée. Voilà la question critique qui nous est posée. Alors, pour ma part, alors sans doute qu'il faut investir le réel. Moi, je ne sais pas ce que c'est que le réel. Enfin, il faudrait pouvoir le définir. Pour moi, le réel est toujours affaire de construction. Et donc, quand je dis que, comment dire, Ladji filme la banlieue et que là, via le drone, j'ai une information, je dis bien, c'est dans le film. C'est-à-dire qu'il ne me documente pas. Ce qu'il est en train de me montrer, ce n'est pas l'état actuel de la banlieue qu'il est en train de filmer. C'est dans ce film-là, je vois qu'il y a une ghettoisation multiple et non pas singulière qui est montrée. Je ne prends pas le film, en tout cas moi, en tant que spectateur, et lorsqu'il s'agit pour moi de l'analyser, comme un témoin de ce que serait véritablement cette banlieue-là. Parce que si effectivement on va sur ce critère-là, oui, je vais déplorer des tas de choses, je vais déplorer que ne soit pas montré, comme tu le disais tout à l'heure, 97% du reste de la population qui constitue les banlieues populaires et qui pose problème. Donc moi, quand je dis ça, je reste centré sur le film et je me dis, ah là, j'ai quelque chose cinématographiquement qui m'est montré. Quand je dis que je regrette que le film reconduise le scénario éternel, le casting éternel des films banlieues, en tout cas d'un certain nombre d'entre eux, c'est un critère esthétique de jugement. Ça n'est pas un critère politique, ça n'est pas un critère par rapport à la réalité des banlieues. C'est un critère esthétique. J'en ai marre de voir les mêmes motifs. Ça, c'est un critère parfaitement esthétique. C'est-à-dire que j'en ai marre de voir les mêmes figures au cinéma. Et je trouve qu'il y aurait, un principe de variation esthétique, comme ça, de rafraîchissement esthétique de ce genre de film, si on y invitait d'autres corps qu'on ne voit jamais. De la même façon que dans une certaine peinture de tel siècle, nous avons été contents, je ne sais pas, par exemple Courbet ou le Caravage, bien avant, nous étions très contents de voir des corps populaires s'inviter dans la peinture qui faisait droit plutôt à des personnes, disons, de classe sociale plutôt élevée, voire même carrément mythologique ou légendaire. Voilà, c'est des choses comme ça. C'est des critères esthétiques. C'est pas genre, moi j'aimerais bien que Ladji nous documente socialement sur des trucs. À la rigueur, j'ai pas besoin de Ladji pour me documenter d'une certaine manière, même si je prendrais, par surcroît, je prendrais. Donc il faut encore que je précise ma position, parce que décidément, je m'exprime mal, quoi. Je suis parfaitement d'accord. Moi aussi, j'en ai assez de ces représentations. Vraiment, fatigué au possible. Mais il se trouve que je me pose la question, voilà, je n'ai pas affaire à cette représentation-là. Qu'est-ce que ça produit ? Quelle conclusion je peux en tirer ? Moi, je peux le déplorer à titre personnel, en tant que spectateur, et sur les effets que ça peut produire aussi sur le champ social et politique d'avoir une même représentation. Bon, on n'a pas questionné suffisamment la fin du film. Qui semble être une fin ouverte ou tiède, enfin, ce sera selon. Moi, en me concentrant juste sur le film, je me dis que j'ai affaire à un film d'après lequel Ladji s'efforce de filmer en quelque sorte l'abandon des politiques publiques. C'est-à-dire, qu'est-ce qui se passe quand il n'y a plus
une forme de centralité, de verticalité qui s'exprime, hein, quand il n'y a plus de l'État. Hein, les Bacqueux, dans le film, hein, ils sont laissés... Enfin, je veux dire, ils font un drôle de travail quand même, ces Bacqueux, dans le film. Ils font un drôle de travail. Ils font un travail pour n'avoir pas de travail, pour que chacun reste dans son espace. Les Bacqueux sont parfaitement conscients qu'il y a du trafic de stupéfiants. Mais on laisse faire pourvu que ce trafic ne produise pas d'autres effets sur le champ de la banlieue. Les Bacqueux sont au courant, c'est Chris qui le dit à un moment donné à Ali Boumaier, au personnage salafiste du film. Il lui dit j'ai des informations sur toi, je pourrais te faire ficher S. Mais il ne le fait pas, il ne l'a pas fait. Donc, on a affaire quand même à une curieuse police qui semble livrée à elle-même. D'ailleurs, Chris, il le dit à un moment donné, il dit la loi, c'est moi. C'est curieux quand même, la loi, c'est moi. On a affaire quand même à un film curieux, donc qui montre les effets. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se produit quand l'État, enfin, une certaine forme d'autorité, enfin, quand en quelque sorte on a affaire, alors pardon, moi j'y pensais un petit peu parce que tu faisais référence à Jean-Jacques Rousseau et à l'état de nature chez Jean-Jacques Rousseau, c'est-à-dire la manière dont les gamins sont montrés dans le film. Moi je voyais l'état de nature, mais là pour le coup ailleurs. Pour répondre sur cet argument-là et pour terminer sur l'effet que me fait le film. L'état de nature, mais chez Hobbes. C'est-à-dire que qu'est-ce qui se passe quand, au fond, eh bien, il n'y a pas cette forme de centralité qui est à l'œuvre. C'est-à-dire qu'on est dans le face-à-face. Hein, le film se termine sur un duel, sur un gamin et un flic qui, chacun se regarde, les yeux dans les yeux. L'un va-t-il tirer, l'autre va-t-il lancer le cocktail Molotov. On est dans la logique du duel, hein, de l'affrontement. Il n'y a plus de verticalité. On est dans une forme d'état de nature, en quelque sorte, où eh bien, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien, il n'y a plus de critères. Il n'y a plus de critères pour évaluer les actions de chacun. Il n'y a plus ni bien ni mal, ni beau ni laid, ni juste ni injuste. On a une forme donc d'illégalité qui perdure comme ça dans le quartier et la police est au courant. Bref, il n'y a plus de critères. Il n'y a plus aucun critère. On est en quelque sorte dans un endroit qui est axiologiquement vide. Et quels effets ça produit? Les effets que ça produit, c'est la scène finale. C'est la scène finale entre ce gamin et ce flic. Voilà où ce retrait de cette forme de verticalité nous conduit, c'est-à-dire à la fin du film, c'est-à-dire à un duel. Tu dis, pardon, c'est un peu un cliché, en tout cas un automatisme. Hein. Le réel, je ne sais pas ce que c'est, le réel est toujours une affaire de construction. Cette phrase pourrait être examinée pendant des heures, c'est une vieille question philosophique très pointue. Moi, je constate tout simplement en fait, tu n'appliques pas toi-même ce décret, que le réel serait toujours une construction. Toi-même, tu te réfères toujours à quelque chose de l'ordre du réel que tu imposerais. Donc, en fait, tu n'es pas toi-même à la hauteur du décret constructiviste que tu tiens. Et je pense qu'en fait, personne n'est à la hauteur d'un décret aussi constructiviste parce que nous avons toujours un peu en nous quelque chose qui travaille et qui serait quand même un peu l'idée que le réel existe et que nous en avons quand même une certaine idée. Et donc, si on est honnête avec nos affects, si on est honnête avec le phénomène que nous sommes nous-mêmes, le phénomène sensoriel que nous sommes, non seulement dans la vie, nous ne cessons de nous référer à du réel, nous ne cessons de postuler que du réel existe, et devant un film aussi, en fait, devant un film, nous ne cessons de postuler que du réel existe. Et donc, il faut être honnête d'un point de vue critique pour dire que ça joue toujours beaucoup dans notre appréhension d'un film, que cette référence plus ou moins consciente, plus ou moins spontanée, plus ou moins sourde en nous, à quelque chose de l'ordre de la réalité. Par exemple, quand tu parles de ghettoisation multiple, l'exercice critique est brillant, mais donc, comment dire, ça ne correspond à rien de la réalité. Quand tu dis ghettoisation multiple, c'est la construction formelle que fait Lajli. Il nous propose comme ça, indépendamment de toute référence à la réalité, une ghettoisation multiple. Mais on est bien d'accord que à aucun moment, moi, Bégodeau, devant cette proposition esthétique, je ferais une grande erreur en t'écoutant et en voyant Lajli fabriquant cette opération-là, que d'en déduire que peut-être d'une certaine manière, il est en train de me dire qu'en banlieue, réellement, a lieu réellement une ghettoisation multiple. Et quand j'écoute David produire ce concept-là de ghettoisation multiple, je ferais une énorme fausse route que de considérer qu'en fait David est un peu quand même en train de nous suggérer qu'en banlieue est au travail une certaine ghettoisation multiple. Je continue. Tu parles d'absence de verticalité, mais c'est aussi, on voit bien que le travail en toi, et c'est très bien, moi je pense que tu devrais l'assumer davantage,
mais travaille en toi une subjectivité qui est la vision que tu as toi-même de ces quartiers. Peut-être vision vécue, peut-être existentielle, peut-être documentée, peu importe, en l'occurrence peu importe, mais toi-même, je pense que tu as l'air d'adhérer à ce qui semble sourdre dans le film de Lajli, à savoir que finalement, le grand problème de ces quartiers populaires, c'est que la verticalité n'y existe plus. Et donc, ça donne, comme tu le dis, des mots. Mais je pense qu'en fait, à ce moment-là, tu es en train d'exprimer toi-même via Lajli. Et encore une fois, ça n'est pas une faute critique. Hein. Moi, je suis pour la subjectivité critique. Simplement, je suis pour la subjectivité affichée. Et moi, tu vois, par exemple, avec ma subjectivité à moi, une subjectivité qui a des postulats politiques, qui sont d'ailleurs autant des a priori que des a posteriori, eh bien, moi, je pense au contraire qu'il y a beaucoup trop de verticalité encore dans les quartiers populaires. Comme je pense en général qu'il y a beaucoup trop de verticalité dans nos sociétés et que nous sommes encore beaucoup trop dépendants d'autorités verticales. Et que je crois qu'en banlieue comme ailleurs, les gens sont tout à fait dépendants de tout un tas d'autorités verticales, dont certaines sont étatiques, dont certaines tiennent plutôt à l'organisation économique des choses. Je ne vais pas rentrer dans ce débat-là parce que ça serait un débat purement social. Ce que je veux dire par là, c'est que regarde comme le réel travaille en nous tout le temps quand on parle, et regarde comme ta vision du réel, à savoir qu'il y aurait en ce moment dans la société française une absence de verticalité, et notamment dans les quartiers populaires, c'est le diagnostic que toi tu fais du réel, et ça t'appartient, et on pourrait... C'est pas du tout, pardon, ça n'est pas du tout la lecture de Lajli. Donc tu vois bien que l'idée que le réel est toujours une affaire de construction est une idée que tu n'appliques absolument pas, et pour cause, parce que personne ne peut l'appliquer, parce qu'il y a toujours quelque chose qui travaille en nous, qui est quand même l'idée, petit a, que le réel existe, et petit d, qu'on en a une certaine idée. Oui, j'assume tout à fait le point de vue. Pour moi, c'est une construction. Donc évidemment que mon point de vue investit cette construction. Ce serait évidemment, tu as raison quand tu dis que c'est un problème philosophique long, vieux, mais quand je dis absence de verticalité, enfin, pardon, hein, François, il ne faut pas non plus se livrer à un exercice de prosopopée. C'est-à-dire que tu me fais mettre des mots dans la bouche en considérant que tu sais mieux. Alors, c'est moi qui s'exprime sans doute. Écoute, je ne considère pas. Soyons simples. Non, mais puisque je te fais dire des choses. Attends. Je te fais dire des choses que tu ne dis pas. Donc, en fait, on va être cash. Je veux dire, est-ce que toi, tu considères comme citoyen qu'il y a en ce moment, dans les quartiers populaires. Il n'y a pas de verticalité. Non. Quand je parle, et tu as raison d'aller sur ce terrain-là, quand je parle d'absence de verticalité. Est-ce que tu penses qu'actuellement, dans les banlieues françaises, il y a un problème d'absence de verticalité? Non, pas du tout. Quand je regarde le film de Lajli, voilà, c'est ce que je vois et qu'il faudrait questionner et qui pose problème. C'est-à-dire que tu considères qu'à partir de ce que j'ai vu dans le film, c'est ce que je pense moi-même. Moi, je regarde le film et je ne pense pas du tout, c'est-à-dire je ne prends pas fait et cause pour le film, c'est-à-dire qu'il ne me dit rien, par exemple, de ce que j'ai pu observer, puisqu'on va en revenir à ma subjectivité, de ce que j'ai pu observer et vivre en banlieue. Ça ne me documente absolument pas sur ce plan-là. Je suis d'accord avec toi, il n'y a pas d'absence de verticalité, il y a beaucoup de verticalité à l'œuvre dans la banlieue. Quand je dis qu'il y a absence de verticalité, c'est Lajli qui me le montre. Et ça ne te pose pas un problème qu'en fait Lajli montre un truc qui soit complètement faux? Une nouvelle fois, est-ce que c'est vraiment hors de propos comme critère esthétique, comme critère critique devant un film, que de considérer qu'en fait, il est en train de construire un réel, si tu veux, mais qui est complètement faux et qui induit totalement en erreur son spectateur? C'est pas du tout un critère pour toi. Le mec dit n'importe quoi, il est en train de dire et de construire un truc comme quoi il y aurait une absence de verticalité. Ça correspond pas du tout à ton vécu en banlieue. Moi, ça correspond pas du tout à mon opinion non plus. Mais par contre, non, mais très bien, dis n'importe quoi, Lajli, fabrique n'importe quoi comme réel. Ça doit pas être un critère esthétique. Mais tu vois bien que c'est intenable comme position. Non, mais on peut. Alors, une fois encore, mais c'est compliqué. C'est-à-dire que oui, si je rapporte le film en permanence à une certaine réception qui serait la mienne en tant qu'individu situé dans le temps et l'espace, oui, évidemment que je ne peux pas faire autrement, que d'y voir ce que je n'y trouve pas. Ensuite, l'autre question que j'essaie de me poser, c'est est-ce que ça produit de la cohérence au regard du film que Lajli veut faire? Est-ce que voilà, si en permanence je dois ramener ça à l'expérience qui est la mienne
de la banlieue. Alors, une fois encore, si je ne suis pas content, bon, bah, je prends une caméra, je fais mon film, je fais mon propre film. Et ça me semble être autre chose que de m'intéresser à la manière dont un réalisateur s'efforce de fabriquer sa réalité. Après, c'est vrai, je suis d'accord avec toi, François. On peut dire, non mais attention, ce que tu produis comme discours, il est inaudible, il n'est pas perceptible, et surtout, il produit des images nauséabondes, problématiques, et quant à la manière dont tu ne peux pas ignorer que ces images vont être reçues. C'est-à-dire, je ne suis pas dupe, il est affaire de représentation. C'est-à-dire que ce film, il produit des images, des plans, des séquences, et qu'il va y avoir une manière de vivre ces images chez le spectateur, quel qu'il soit, et donc de les reproduire, de les mentaliser et de considérer que oui, c'est comme ça. C'est ce qu'on entend à propos de Bac Nord. Oui, c'est comme ça. Donc, les quartiers nord de Marseille, ah, je ne savais pas que c'était comme ça. Voilà. Et donc, ça produit, évidemment, ça produit une représentation qui est hautement problématique. Maintenant, alors sur ce plan-là, c'est vrai, je te rejoins parfaitement, ça pose problème, ce film. À la rigueur, moi, je pense qu'il n'est pas tenable, en général, de considérer qu'un film serait un vase clos, indépendamment de la réalité qu'il traverse. Deuxièmement, je pense qu'il est encore plus intenable pour des films contre les murs. J'espère que tu as bien entendu que j'ai cité ce film-là. Oui, bien sûr. Oui, mais c'est important que je le cite quand même à titre d'autocritique. Ou des films qui traversent des sujets, etc. C'est d'autant plus intenable que ces films-là prétendent être une espèce de vase clos et soient appréhendés par un critique comme une espèce de vase clos formel où le critère esthétique fondamental serait la cohérence. Bon, mais admettons que donc ce serait tenable de regarder les films comme une espèce de pure production en vase clos qui ne ferait référence qu'à elle-même en quelque sorte, et dont effectivement, mécaniquement, le critère deviendrait la cohérence interne, puisqu'on a affaire qu'à une espèce de bulle interne qui n'a pas de dehors. Bon, eh ben, même de ce point de vue-là, hélas, le film a beaucoup trop de dehors, et là nous reviendrions aux standards scénaristiques qu'il met en œuvre, aux standards de casting qu'il met en œuvre, aux références américaines qu'il met en œuvre. C'est-à-dire que le film, donc du point de vue du réel, n'en jugeons pas, puisque c'est pas le sujet, donc jugeons simplement du point de vue des formes qu'il dispose, ben pardon, les formes qu'il dispose sont extrêmement répétitives, ont déjà été beaucoup vues à quelques détails près. Moi, j'aime plutôt ce qu'il fait avec les gitans dans le film, je l'avais dit, je crois, dans le podcast, ça m'a plutôt fait marrer. J'aime bien le personnage du maire. Il y a 2-3 trucs que j'aime bien. À la rigueur, le vol du lionceau, je trouve que c'est plutôt un bon motif. Et là, je l'inscris dans, un registre d'infantilisation générale. Mais en soi, j'aime bien dire, il y a quelques idées comme ça qui me font dire que je crois qu'un jour, Lajli fera sans doute des films américains, clairement, mais des bons films américains. Alors, il les fera en France ou pas, hein, mais il fera des films américains. Et il les fera des plutôt bons, parce que je pense qu'il y a un certain dialogue, etc. Mais en l'état, Les Misérables, je veux dire, du point de vue de la construction formelle et la construction esthétique qu'il nous propose, c'est quand même assez faible aussi. Donc, bilan des opérations. Si on juge socialement et politiquement le film, en tout cas par rapport à sa pertinence du point de vue du réel, bah, évidemment, on est tous les deux d'accord pour dire qu'il est complètement à côté de la plaque. Et puis, bah, du point de vue de, je dirais, si on le prend comme ensemble de formes qui n'appellerait qu'un jugement de cohérence interne, bon, bah, on ne peut pas dire non plus qu'il ait révolutionné l'histoire des formes esthétiques au cinéma. Si je devais écrire un papier là-dessus, je me poserais cette question: que s'est-il passé entre 365 jours à Montfermeil-Clichy, c'est-à-dire donc des images, elles sont là, elles sont bien là, elles existent, et de les comparer à d'autres images qui sont de la fiction, certes, mais ça reste quand même des images, donc c'est pensé, c'est scénarisé. Les Misérables. Que s'est-il passé entre ces deux films? Et est-ce que c'est le même auteur? Est-ce que c'est le même regard? Je ne sais pas. Est-ce que peut-être les conditions de production ont changé? J'en sais rien. Mais en tout cas, il y a deux différences qui sont fondamentales. Et moi, je vais te dire, hein, moi, je pense que j'ai déjà, moi, je pense que c'est une bonne question. Évidemment, je m'associe totalement. Je crois que j'ai déjà commencé à répondre à cette question. Et je crois que c'est pareil. Hein. Un film, c'est pas non plus, notamment les films, hein, c'est des productions industrielles, donc ils ne peuvent jamais être vraiment jugés indépendamment de la chaîne de production dans laquelle ils interviennent, quoi. Je veux dire, et c'est pas rien. Je sais de quoi je parle d'ailleurs. Je pourrais en parler plus avant. Et qu'est-ce qui s'est passé entre les deux? D'abord, je pense que d'un côté, il n'y a pas d'argent et de l'autre, il y en a. Donc, il y a des financiers qui interviennent. D'un côté, c'est plutôt un documentaire, de l'autre, c'est une fiction. Et donc là, je veux dire, ça devient des constructions de scénaristique, il faut payer des acteurs, c'est beaucoup plus cher, etc. Donc, les financiers prennent la main. Et les financiers ne sont pas neutres,
puisque personne n'est neutre, puisque tout le monde a un sentiment du réel, un rapport au réel et une façon de se positionner par rapport au réel, un diagnostic par rapport au réel. Et je pense que la production française est très largement aux mains de la bourgeoisie, je le dis avec mes mots réflexes et mes mots pathologiques à moi, laquelle bourgeoisie aime bien dispenser une sorte de son un peu centriste et réconciliateur par rapport aux zones de conflictualité des quartiers populaires. Voilà ce qui s'est passé. Et moi, d'une certaine manière, devant Les Misérables, il m'arrive de rigoler, il m'arrive de trouver des choses plutôt bien foutues, il m'arrive de trouver des choses extrêmement clichésques, c'est-à-dire déjà rebattues, vues et revues. Il y a un peu de tout. En tout cas, ce que je crois documente le film, c'est comment un jeune cinéaste prometteur et qui avait en lui une sorte de barbarie, et j'entends par barbare ce que Louisa Yousfi entend dans son très beau livre qui s'appelle Rester barbare, que je recommande, la barbarie étant un concept positif chez elle, et c'est comme ça que il y avait sans doute une bonne barbarie chez Lajli, et il n'a pas fait son film avec de la barbarie, il a fait son film par rapport au diktat de la bourgeoisie réconciliatrice qui le finançait. Voilà ce que je vois, moi, pendant 1h45. Et donc, l'affaire est grave, j'ai envie de dire. Aussi grave que soient, d'ailleurs, les problématiques de cinéma, qui sont dérisoires au regard de plein d'autres choses. Mais si le cinéma est une affaire sérieuse, alors l'affaire est sérieuse. Dans 365 jours, donc quand Lajli filme un an durant l'après-émeute de l'année 2005, après la mort de Zied Bouna, dans son court-métrage, mais on en avait déjà discuté, Samir, enfin, il y a des choses très intéressantes, notamment dans l'effort qu'il y a à faire le pont entre des autorités qui ne répondent pas aux questions, qui les éludent. On a un personnage du maire dans le film qui vient dans le quartier et qui évite de répondre aux questions que lui pose Lajli. Donc il y a quand même une tentative d'amorcer un dialogue, et cette tentative d'amorcer un dialogue avec les élus, elle est intéressante quand je la mets en tension avec les scènes d'ouverture du documentaire, justement, lorsque Lajli questionne ces gamins qui caillassent les policiers et qui leur demande mais pourquoi vous les caillassez. Je trouve très intéressant ce moment où le gamin répond comme ça. Alors je ne sais pas, je considère que ça n'est pas du tout scénarisé, mais je trouve la réplique quand même assez puissante. Le gamin répond qu'on existe. Pourquoi vous balancez des cailloux? Qu'on existe. On existe. C'est-à-dire le jet de cailloux comme en quelque sorte une forme de manière pour minéraliser une présence qui aurait été déniée pour diverses raisons, comme une tentative, là aussi, d'amorce d'un dialogue rompu. Et donc, il y a des choses intéressantes qui, me semble-t-il, ne sont pas suffisamment... alors là, pour parler de manière générale dans le cinéma, sur la banlieue, qui sont creusées sur ces émeutes, sur la logique contestataire qui serait à l'œuvre, dans quel but, pourquoi faire, comment, selon quels moyens, quand c'est investi par Jean-François Richet, ça me pose problème dans Ma cité va craquer. Donc oui, il y a des choses très intéressantes dans 365 jours à Clichy-Montfermeil sur le plan de la représentation des jeunes, c'est-à-dire sur la manière dont cette violence, un jet de cailloux, et donc là on a l'impression d'être dans le cliché, et puis d'un seul coup on a cette réponse du gamin qui dit mais en fait le jet de cailloux c'est juste pour dire que j'existe, je suis là. Je suis là, regardez-moi, parlez-moi, adressez-vous à moi. Et donc là, vous voyez quelque chose d'intéressant, me semble-t-il, à l'œuvre. Quand on voit 365 jours et quand on voit le film Misérable, il y a quand même il y a des choses qui diffèrent, ne serait-ce que dans le point de vue. Et selon toi, que s'est-il passé? Si tant est, tu leur trouves. Si tant est, toi, tu trouves aussi qu'il s'est passé quelque chose. Si tu sens que c'est toujours la même chose, alors à ce moment-là, là aussi, ta réponse m'intéresse. Enfin, je veux dire, le contexte est très très différent. On est dans le court-métrage après des scènes d'émeute, alors que dans le film de Lajli, Les Misérables,
du moins, ce que je crois comprendre en regardant le film, c'est qu'on est dans un tout autre contexte. Enfin, il y a des éléments là, je ne sais pas si je peux comparer. Laissons dialoguer les choses. Est-ce que tu trouves, puisque c'est la question qu'on pose, que mon hypothèse, quant à un certain état de la production et des gens qui la dirigent, la production, je dis bien pas le CNC, hein, les financiers. Ah oui, pardon, c'est vrai, c'est une question intéressante. Est-ce que je veux dire, c'est quand même ça la question qui était posée. Donc, est-ce que l'ADLI laisse-moi définir la question, qui est un peu d'interlocution. Est-ce que tu trouves que c'est une hypothèse petit A, super bullshit, petit B, un peu bullshit, petit C, un tout petit peu audible, petit D, juste? En fait, l'idée selon laquelle l'ADLI aurait arrondi les angles. Non, mais c'est pas la question que je te pose. Si, entre 365 jours, et Les Misérables, enfin, ce que je comprends, c'est qu'il serait passé, comme tu disais, à la blanchisseuse pour diverses raisons, et donc on lui aurait fait arrondir les angles. Hein. Le propos est moins barbare. Je ne sais pas, dès lors qu'il a reçu un prix à Cannes, est-ce qu'il a besoin d'arrondir les angles? Est-ce que il a reçu un prix à Cannes à propos de quoi? Pardon. Est-ce que ça, c'est après. Hein. Les Césars, c'est oui, après. C'est après. Quand le film est fait. Hein. Moi, je parlais du processus de production, en fait. Est-ce que tu penses qu'il est... En fait, sans doute qu'il y a une manière de vouloir peut-être ratisser large. Je ne sais pas, je ne suis pas dans le secret des dieux. Je ne peux pas répondre tout à fait. Non, pardon, David, pardon. Ouais. En fait, je reprends la main. Quand on regarde 365 jours à Montfermeil-Clichy, la manière qu'il a, même si c'est un documentaire, allez, on reste sur l'idée film, pour bien synthétiser grossièrement, je l'avoue. Mais la manière qu'il a de poser sa caméra, enfin, de filmer les questions de cinéma qu'il pose à ce moment-là, le regard qu'il porte de l'intérieur, et quand on voit ensuite Les Misérables, sa manière aussi de poser d'autres peut-être questions de cinéma, de travailler cette question des cinémas, les points de vue, ce qu'il choisit de filmer réellement, d'où il filme. On est bien d'accord que entre 365 jours. Non, mais oui, il y a un écart monde. Oui, il y a un écart monde. Et donc la question, c'est ce que je posais, c'était à votre avis, que s'est-il passé? François lui tu me dis si je me trompe. Lui s'est dit, il y a eu un problème par rapport à ceux qui financent. Les productions, ceux qui produisent, il s'est passé quelque chose par rapport à ça. Mais toi, David, entre les deux, alors pour me référer à un entretien de l'ADLI, alors est-ce qu'il faut le prendre au sérieux et donc aller dans ce sens-là? Il dit aussi dans le même temps, donc c'est ça qui est quand même un peu embêtant. Il dit à la fois c'est un cri d'alarme et en même temps il dit en faisant ce film, j'ai voulu casser les clichés. Voilà, j'ai voulu casser les clichés. Donc voilà. Tu parles des Misérables. Pour Les Misérables, j'ai voulu casser les clichés. Donc, j'ai voulu sortir. Alors, est-ce qu'il faut lui faire crédit d'avoir voulu casser les clichés au point d'adoucir l'état des relations, notamment entre les baqueux et les jeunes en banlieue? Je ne sais pas. Je ne sais pas ce que ça signifie, cette phrase. J'ai voulu casser les clichés. Si casser les clichés, c'est au fond, et une fois encore, si je prends pour critère un point de vue sur la banlieue et sur oui, il y a quand même des aspects qui sont embêtants dans le film, très embêtants, très ennuyeux. Juste une petite remarque. D'abord, la question du cliché au cinéma est très intéressante, parce que qu'est-ce que c'est qu'un cliché? C'est quelque chose qu'on voit beaucoup, etc. Mais il arrive que des clichés soient vrais. Et donc, quand on vise le vrai, eh ben, on peut reconduire certains clichés qui viennent de la réalité. Et je pense que, par exemple, moi, ce qui me frappe beaucoup, d'ailleurs, dans Enquête exclusive et tous ces émissions de télé qui me permettent d'avoir une grosse documentation sur la police, ben, c'est à quel point il y a des effets de gueule tout à fait étonnants. Et quiconque est honnête se sera souvent fait la remarque, en circulant dans le corps social, ben, qu'on a parfois les gueules de sa fonction, qu'on a parfois l'idéologie totalement attitrée de sa fonction, qu'on ne fait aucune erreur dans la récitation d'une sorte d'éthos ou d'habitus de sa propre fonction ou de sa situation sociale. Et donc, si le cinéma prélève ça, ben, il n'a pas tort de le faire.
Moi, je viens de sortir un livre qui s'appelle Ma cruauté, où à un moment, il y a une influenceuse. Eh ben, je l'ai fait peut-être un peu clicheteuse comme influenceuse, mais comme je m'étais documenté en regardant pas mal d'influenceuses sur Internet, ben, je trouvais qu'elles étaient particulièrement clichées les unes et les autres, et qu'elles étaient particulièrement répétitives de l'une à l'autre, et qu'il y avait assez peu de singularité. Donc, il me semblait que le plus juste était de reconduire le cliché. Donc, le cliché en soi n'est pas un problème. Et j'ajoute une dernière chose qui, à mon avis, fait symptôme de ce que Latchley, la façon dont il fonctionne. Il me semble, en fait, mais peut-être qu'il a dit les deux, hein, mais il n'a pas dit simplement casser les clichés dans les interviews. Moi, j'avais notamment entendu une interview sur France Q, et peut-être 2 ou 3 autres. J'ai souvenir, il me semble, hein, qu'il disait beaucoup casser les codes, et non pas casser les clichés. Casser les codes est une option managériale. Ça appartient totalement à la langue managériale. Je veux dire, c'est quelque chose qu'on entend beaucoup dans les réunions de start-upers. C'est quelque chose qu'on entend beaucoup dans les séminaires d'entreprise. Il faut casser les codes. Et quand j'ai entendu Latchley reconduire ce cliché managérial, je me suis dit, mais par qui est-il marabouté, nom de Dieu? Qui parle à travers lui? Où est mon petit barbare? Et je pense que là, il parlait un peu la langue de ses producteurs, en fait, hein, parce que c'est devenu un argument marketing, un film qui casse les codes. Et donc, on reste dans le marketing. Je pense que Les Misérables a du talent, mais que c'est quand même un produit très marketing qui a été pensé dans une sorte de marketing sociétal, comme on le voit beaucoup au travail sur Netflix aussi, qui consiste toujours, encore une fois, à enrober un peu les conflictualités, à essayer de dire qu'il y a du blanc et du noir un peu partout, enfin qu'il y a du gris, quoi, que donc, oui, les baqueux peuvent être noirs et les jeunes peuvent être blancs, enfin et tout ça, et ça crée une espèce de zone un peu grise de l'idéologie qui, d'ailleurs, dans le champ politique, s'appelle strictement le centrisme. Alors, sur le... Oh, il faudrait vérifier. Enfin, moi, en tout cas, ouais, j'avais lu son entretien et je le lisais sur les clichés. Ce qui m'intéresse quand il dit ça, donc je vais faire comme s'il l'avait vraiment dit, mais je pense qu'il a dit, il a pu dire d'ailleurs quelque chose sur les codes tout à fait aussi. Hein. L'un n'est pas exclusif de l'autre. Mais quand il parle de clichés, est-ce que le film ne reconduit pas lui-même des clichés? Enfin, pour moi, je fais une différence fondamentale entre le cliché et le lieu commun. Hein. Le cliché, pour moi, c'est une image morte. Hein, c'est une image autophage. Il n'y a pas d'hors-champ. Le lieu commun, c'est le lieu, c'est le lieu à partir duquel un échange peut avoir lieu. Hein. Une discussion peut débuter, qu'il s'agisse de stéréotypes ou non. Et donc, c'est le lieu du commun. Hein. C'est pas moi qui fais cette distinction, c'est Gadamer dans sa philosophie du langage. Et donc le cliché et le lieu commun. Alors ce qui est intéressant, c'est que quand il dit cliché, est-ce que lui-même, sous couvert d'en rabattre, enfin de lutter contre les clichés, est-ce qu'il n'en reconduit pas lui-même? Moi, ce qui m'intéresse sur ce plan-là, et la fin du film m'intéresse beaucoup sur ce plan-là, c'est-à-dire le fait que le film se termine sur un gamin, Issa, qui a un cocktail Molotov en main, manière de renvoyer d'ailleurs à la haine. Hein. La haine débute par un cocktail Molotov lancé sur un carton représentant la planète. Et puis celui de Latchley se termine justement par un cocktail en main. Donc est-ce que le gamin va lancer ce cocktail ou pas? Alors, évidemment, étant donné que cette fin, elle est ouverte, elle est forcément, elle peut être plurielle dans sa lecture. Moi, ce que j'y vois là, il y a une manière d'ouverture, c'est-à-dire que au fond, Latchley ici, mais c'est à questionner, hein, il me semble laisser suffisamment de liberté naissante chez ce personnage d'Issa pour que le spectacle ne paraisse pas réglé d'avance. C'est-à-dire justement de proposer un autre cliché. On est dans ce climax et de le désamorcer. Alors il faudrait voir. S'il le lance effectivement, eh ben non, on est encore dans cette montée en puissance. Et puis s'il ne l'envoie pas, enfin bon bref, j'ai le sentiment qu'il y a une manière là de désamorcer cette logique de montée en tension à travers ce dernier plan du film sur lequel celui-ci se termine. Alors, je sais que toi, François... Pardon, mais dans les 15 minutes qui précèdent ce moment, on est dans quoi? On est dans un pique-nique à la plage?
Non, 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 tu as raison. Ça fait un quart d'heure. Dans le climax. Donc le climax, il a eu lieu. Le standard scénaristique a été absolument réalisé. Et qu'à la fin, Issa balance ou pas le cocktail n'est pas une décision par rapport aux standards scénaristiques qui ont été très largement reconduits. Hein. On a vraiment joué le climax insurrectionnel. À ce moment-là, je pense que c'est bon. Oui, est-ce que Lajli a envie de cautionner ce qui serait une espèce de décision de violence de Issa, ou est-ce qu'il la cautionne pas? Au bout du compte, il ne tranche pas, ce qui permet que tout le monde s'y retrouve. Voilà, en gros, la fin. Mais je note, David, de nouveau, que personne ici, ni Samir ni moi, n'avons parlé de la fin et ne t'avons invité à parler de cette fin. Nous t'invitions à considérer l'hypothèse que peut-être le système de production pouvait intervenir dans, disons, la neutralisation de la barbarie, de ce que j'appelle la barbarie, de Lajli. Là-dessus, vraiment, bon, c'est une question qui visiblement ne t'intéresse pas. Ou en tout cas, c'est peut-être moi qui réponds là pour le coup à côté, mais j'avais le sentiment de répondre, c'est-à-dire que entre 365 jours à Clichy-Montfermeil et puis cette fin ouverte, hein, que je pourrais qualifier de fin ouverte, il y a peut-être, je ne sais pas, hein, une reprise d'un thème qu'on retrouve dans 365 jours à Clichy-Montfermeil, c'est-à-dire cette question d'une amorce de dialogue qui a été rompu, qui a été interrompu. Voilà, c'était juste sur ce plan-là que je répondais pour essayer de trouver un lien éventuel entre les deux. Sous réserve des conditions de production du film qui évidemment vont peser comme contrainte. Ce qui est toujours intéressant, c'est de savoir ce que fait un cinéaste des contraintes qui s'imposent à lui. Voilà. Ou ce qu'il ne fait pas. Et la grande question, c'est de savoir ce qu'il n'a pas pu faire. Ce qu'il n'a pas pu faire. Ou de ce qu'il ne fait pas de ses contraintes. Quel film il aurait pu faire. Juste peut-être un petit point critique sur la notion de fin ouverte. De la même façon, tout à l'heure que je disais que je ne reprochais absolument pas au film de ne pas avoir de point de vue, je lui reprochais au contraire d'en avoir un. D'en avoir beaucoup un que j'appelle un point de vue centriste, parce que l'absence de point de vue, ça n'existe pas en fait. Hein. Il y a toujours un point de vue, il y a toujours, bon, on l'assume plus ou moins et on essaie de le distordre ou pas. Lui, il va totalement dans un point de vue que j'appelle centriste. Et cette fin que tu appelles ouverte, mais elle est tout sauf ouverte. En fait, elle est parfaitement fermée, elle est parfaitement verrouillée sur un discours qui serait en gros un discours chèvre et chou, comme tout le reste du film, à savoir, attention, il y a en germe, en banlieue, peut-être une insurrection à venir, attention, on est en train de faire des sauvages de nos enfants qui pourtant étaient partis sur des bons principes républicains d'adhérer à la victoire de la France en Coupe du Monde. Attention, nous sommes peut-être en train de fabriquer des sauvages. Attention, attention, mais pour l'instant, nous n'en sommes pas là, ne soyons quand même pas trop catastrophistes, pas trop apocalyptiques, pas trop ceci ou pas trop cela, ne soyons trop rien. Donc soyons un peu les deux. Mais cette fin est parfaitement verrouillée sur son centrisme. Elle est absolument fermée sur l'affirmation qu'on est dans une zone comme ça, d'entre-deux. Ça n'est pas une fin ouverte, absolument pas. Est-ce qu'il y a aussi peut-être, parce qu'il y a plein d'interprétations qui sont faites sur cette fin, d'ailleurs même toi François, à un moment tu reprends une interprétation d'une amie à toi sur le fait que, pas par rapport à la fin ouverte, mais par rapport au fait que pourquoi Lajli filme autant les flics, c'est peut-être parce qu'il en a encore, pardon, les baqueux, c'est peut-être parce qu'il en a tellement peur qu'il veut en montrer les faiblesses. Il y a ça. Pento, à la fin du film, à la toute dernière, le dernier plan, pas le dernier plan parce que c'est Issa, je crois, le dernier plan. Enfin, le contre-champ où on voit Pento, on ne sait pas s'il va tirer ou non. Il lui dit arrête. Est-ce que Pento, là, à ce moment-là, ce serait peut-être pas forcément Lajli qui finalement nous montre qu'il ne sait pas, qui ne sait plus comment filmer cette nouvelle génération, qui ne sait pas s'il adhère à cette révolution, à cette violence de cette nouvelle génération ou pas. En fait, qu'il est complètement démuni. Est-ce que, je dis pas que c'est peut-être une interprétation de psychologie de bazar, certes, mais là, à ce moment-là, je me dis, tiens, ça peut être lui qui dit, en gros, je sais plus comment filmer je sais pas comment faire avec eux. Qu'est-ce que je dois faire? J'adhère ou pas? Je crois qu'il faut, moi je vais laisser David dire ce qu'il en pense, mais très rapidement, je crois qu'il faut toujours resituer, il est absolument possible que Lajli dise ça, et que, en tout cas, que cette fin documente, ou en tout cas fait l'aveu, presque malgré lui, d'une sorte de désarroi ou d'impuissance à filmer cette jeunesse qui ne comprend plus, parce que c'est vrai que Lajli n'a plus exactement 12 ans, ce qui est quand même important dans la donne, mais passons. Moi, pardon, j'y vois toujours des effets d'écriture, parce que quand vous travaillez sur des scénarios qui sont sous surveillance de ceux qui les financent, j'y insiste, et c'est toujours le cas de la fiction, souvent fait débat beaucoup la fin. Parce que la fin, c'est le là un petit peu sur lequel on va laisser le spectateur. C'est un peu la note, quoi. Et imaginons une seule seconde que, par exemple, ces jeunes gens se mettent à tuer les flics. Se mettent à tuer les 3 flics que nous avons vus, nous, pendant 1h30. Et
Bah, comme on a compagnonné avec eux, ça c'est tout à fait normal, je n'en fais pas le procès à Lajli. Encore une fois, ça ne me pose pas de problème de rendre sympathique les flics. Un de mes films préférés s'appelle Police de Piala, qui rend pas forcément très antipathique les flics. Hein. Donc ça me va, moi. J'ai pas de, j'ai des présupposés idéologiques, mais je pense que je sais les mettre un peu entre parenthèses quand je regarde un film, un peu entre parenthèses. Bon. Donc mon problème n'est pas celui-là, mais moi je crois, là, si on projetait dans l'idée que les trois avec qui on a quand même sympathisé par un effet de compagnonnage bien connu de la fiction, même Chris, on sympathise avec lui, parce que finalement c'est un brave mec, un peu raciste, un peu cochon, un peu collectionneur de cochons, un peu pénible avec les meufs au début, mais enfin globalement il s'en sauve par son énergie, par son autodérision, puis il est quand même sympa quand il parle aux gens, enfin il y a un truc vraiment sympathique. Imaginons qu'à la fin, ces enfants tuent ces trois flics, ou deux de ces trois flics, ou ne serait-ce que Guada, par exemple, qui est celui qui a commis malgré lui, ou presque, l'incident par lequel la vengeance arrivera, enfin qui suscitera la vengeance. C'est tout à fait injouable. C'est tout à fait injouable dans l'industrie mainstream, puisque ce film visait le mainstream. C'est même, je pense, relativement injouable, y compris dans des zones très minoritaires de l'industrie, en fait. C'est pas possible. Parce que ça aurait d'un seul coup mis ces enfants d'un côté vraiment, alors tout à fait vertigineusement inquiétant, et en plus on finirait par la mort des gens avec qui on a compagnonné. Ça n'est de toute façon pas jouable. Donc cette scène, je veux dire, veut maintenir l'idée que peut-être, attention, il y a une violence potentielle, mais de toute façon cette violence ne peut pas s'actualiser dans le film. De la même façon qu'en fait on ne voit jamais ces gamins produire des violences véritablement gênantes. On les voit pas lyncher quelqu'un, par exemple, comme ça peut arriver à des bandes de garçons. Les microbes, c'est un peu ce qu'ils font, justement. Mais ça, c'est pas sympatoche, ça. Il fallait maintenir une sympatocherie aux enfants, maintenir une sympatocherie aux flics, maintenir finalement un personnage de mère qui est un peu incorrompu, qui est un petit machiavélien de bac à sable, qui est roublard, roué, qui tient son autorité, mais qui est sympathique, et qui est joué d'ailleurs par un acteur qui respire la sympathie, que j'aime bien d'ailleurs comme acteur, je le trouve très très bon. Steve Kenche. Voilà, on est dans la sympatocherie. Là, on est dans la sympatocherie et on ne peut pas être très très sérieux politiquement, et on ne peut même pas être très très sérieux esthétiquement. Oui, j'entends bien ce que tu dis là, François. Cette fin, je note que dans le film, la police, enfin les Baqueux, le personnage de Pento, le sympathique du film, abaisse légèrement son arme. Hein, lors de ce duel. Il abaisse légèrement son arme. Donc, ça veut dire, pratiquement, il renonce à l'exercice du tir. Et que, ce faisant, donc, quand tu dis que Samir Lajli ne sait plus peut-être comment filmer cette jeunesse, et peut-être, hein, c'est très intéressant comme lecture, que là, en tout cas, l'image, elle se finit comment? Alors après, comment l'interpréter, ça peut être pluriel, mais en tout cas, il y a une manière de déléguer la responsabilité de la violence, de la gestion de la violence, de ce duel en tout cas. Hein, j'ai un Baqueux qui abaisse légèrement son arme et qui donc renvoie la responsabilité du geste au gamin. C'est en effet à questionner. Va-t-il le faire ou non? C'est lui. On ne se pose pas la question de est-ce que Pento va tirer ou non. La question qu'on se pose, c'est est-ce que c'est le gamin qui va lancer le cocktail Molotov ou non? Et donc, il y a une manière de se défausser une nouvelle fois de la responsabilité de celui qui incarne l'ordre et l'autorité, enfin un semblant d'ordre et d'autorité ici dans ce quartier populaire, à Issa. La lecture qu'on peut en avoir ensuite, elle peut être vraiment aux antipodes, parce que tout est possible, ce faisant. Bon, je pense que c'est un film qui continuera encore de susciter, je crois, pas mal de conversations, de dialogues, de critiques et tout ça. Les Misérables, donc un film de 2019, nous sommes en 2022 et je suis très content en tout cas qu'il y ait eu ce moment-là. Merci beaucoup François et David nous avoir consacré en tout cas du temps pour parler de films, de critiques, de pas mal de choses. À très vite. Ouais. Et bien évidemment, merci. Celles et ceux qui voudraient vous avez les commentaires au-dessous de la vidéo, n'hésitez pas. Merci beaucoup en tout cas. Salut. C'est moi qui vous remercie.
Au revoir. Générique. Up arrive in the canyon, that's where I long to be, with my 3 good companions, just my rifle, pony and me.